tout ce que vous avez été. Tout ce que vous avez fait. A conduit à ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau live et je pense que vous savez pourquoi on est là. De toute manière, c'est écrit dans le titre et juste là, décidément, un jour, j'y arriverai avec mon doigt à vous montrer les bonnes choses. On est là pour la seconde du grand décryptage, en tout cas la seconde du renouveau, entre guillemets, puisqu'on avait pu le faire une fois l'an dernier. Et pour ce genre d'émission, je ne serai jamais seul puisque je serai accompagné de Rost. Rost, comment vas-tu? Bah très bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien, très content d'être là pour parler d'actualité, ça va être plutôt sympathique. Ah oui, En ça va être sympathique. En plus, là, du coup, ça fait un mois, tout pile presque, qu'on a fait la première, donc le mois dernier. Je crois qu'on avait fait ça le 4... Bah non, je dis un mois tout pile, mais non, on est plus à 2 On semaines a de fait plus. le 15 mars. C'est ça, donc le 15 mars. Et depuis le 15 mars, on a eu énormément d'actualités qui sont tombées, pour le coup. Là, on a pas mal de choses à évoquer, mais bien évidemment, j'en ai prévu certaines dans la petite vidéo récapitulative que je vais vous montrer juste ensuite. Et puis aussi, on a eu le droit à la CinemaCon ces derniers temps. Oui. Donc on a eu énormément d'actualités, de rumeurs concernant des projets. Alors on va pas parler d'énormément de rumeurs, là on va principalement se concentrer sur des informations officielles. Donc écoute, est-ce que toi t'es content de ce qu'on va évoquer aujourd'hui, puisque je t'ai fait un petit recap juste avant? Bah ouais, même s'il y a des programmes que bah, je suis pas très fan, genre Peaky Blinders, je suis pas le grand fan, mais après je peux comprendre que toi t'es un grand fan. Et mais après ouais, je suis hype. De toute façon, la CinemaCon, je l'ai bouffé à fond et du coup j'ai très hâte d'en parler, des annonces qu'ils ont fait. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été montrées à la CinemaCon. Alors pour nous, public, on n'a pas eu le droit à énormément d'images officielles. Mais en tout cas, du coup, on a eu le droit à des descriptifs que moi, j'ai pas lu concernant les trailers. Mais on a eu le droit à des informations aussi qui sont tombées lors de la CinemaCon. Il y a pas mal de choses qui sont tombées. Donc honnêtement, c'était une CinemaCon plutôt cool. Ils nous ont dévoilé pas mal de choses. Donc on va pas perdre plus de temps. Puis écoutez, je vous mets la petite vidéo récap et je vous reprends juste après. Au programme des actus qu'il ne fallait pas manquer, beaucoup d'annonces de nouveaux films, d'adaptations de jeux vidéo, de dates de sortie et d'annonces de casting. Le mois dernier, on parlait du casting de la série live God of War pour Prime Video. Et bien, une nouvelle actrice a rejoint le casting, il s'agit de Sonya Walger et elle incarnera Freya. Toujours côté casting, Peter Dinklage a lui rejoint la seconde saison de Alien Earth. Un film adapté des jeux Metal Gear est actuellement en développement, il sera réalisé par Zach Lipovski et Adam Stein, à qui nous devons Destination Finale Bloodlines. Pour rester dans les adaptations JV, un film d'animation R-rated Bloodborne est en préparation du côté de Sony. De son côté, l'adaptation live de Zelda a lui fini son tournage, la sortie du film est prévue pour le 7 mai 2027. On sait maintenant comment se nommera le prochain film Jumanji, il s'agit donc de Jumanji Open World dont la sortie est prévue pour le 25 décembre prochain. Côté animation, Sony travaille sur plusieurs nouveaux projets dont un se nommant Buds, on y suivra une plante qui enfreint leur règle la plus importante, parler à un être humain. La sortie est prévue pour décembre 2027 au cinéma et il travaille aussi sur un film d'animation Charlie contre la chocolaterie pour Netflix. On y suivra donc Charlie et ses amis qui tentent d'arrêter les plans de Willy Wonka après sa sortie de prison. Paramount a de son côté annoncé pas mal de nouveaux films, notamment concernant World War Z, Top Gun, Transformers, Star Trek et G.I. Joe. Un nouveau film Longlegs est aussi en préparation avec le retour de Nicolas Cage au casting et de Osgood Perkins à la réalisation. On a aussi appris que le film The Mandalorian et Grogu durera 2h12. Le film est prévu pour le 20 mai prochain en France. La saison 3 de Silo, série de Apple TV, commencera sa diffusion le 3 juillet prochain. Et pour conclure, la suite au film Je suis une légende a enfin trouvé son réalisateur. Il s'agit de Steven Caple Jr. à qui l'on doit Transformers Rise of the Beast. Pour plus d'informations et de précision, cela se passe dans le grand décryptage. Et bah écoutez, je suis confus pour le début de lancement de la vidéo, j'avais complètement oublié de la mettre directement dans OBS, mais écoutez, vous avez vu, il y a pas mal d'actualités qui sont tombées ces derniers temps, et on va commencer à en évoquer certaines qui n'étaient pas dans la vidéo, puisque dans la vidéo c'est des plus petites infos que je vous mets, et là on va évoquer des plus grosses infos entre guillemets, et on va commencer avec Peaky Blinders.
Alors je sais que toi pour le coup tu es pas un très grand fan de Peaky Blinders et d'ailleurs on l'avait évoqué le mois dernier il me semble Oui. parce qu'on savait que le tournage avait commencé, on connaissait aussi un petit peu le synopsis, d'ailleurs je vais vous le répéter juste là. Alors pour le coup on sait que la série suivra une nouvelle génération de Shelby en 1952 pendant la reconstruction de Birmingham juste après la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que c'est un scénario qui peut être plutôt cool et en plus je pense qu'ils vont faire en sorte que la série plaisent aux nouveaux, en tout cas aux nouveaux spectateurs, étant donné qu'ils ont mis fin à l'ère de Thomas Shelby avec le film sorti le mois dernier. Je sais pas si toi tu avais vu le film d'ailleurs. Oui, j'ai vu les films et moi, je fais partie des gens qui ils ont pas trop accroché parce qu'ils s'attendaient à mieux en termes de vu que la bande annonce était un peu plus épique. Hmm. Moi, je fais partie des gens qui étaient un peu déçus, qui s'attendaient à beaucoup mieux, quoi. Ouais, je peux comprendre. Bah, j'ai vu pas mal de déçus d'ailleurs concernant le film. J'avoue avoir fait des vidéos et j'ai reçu pas mal de commentaires plutôt négatifs concernant l'avis sur le Mmh. film. Moi, je suis d'accord avec certains avis, notamment sur le fait qu'ils auraient pu développer bien plus de choses. Mais moi, je suis très content en tout cas de la fin qu'ils ont donnée à Tommy. Je trouve que c'était une belle fin pour Tommy et non à la série originale Peaky Blinders. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une mauvaise fin là-dessus. Mais j'ai quand même assez hâte de voir la future série, dont voici d'ailleurs la première image. Décidément, je vais pas y arriver, je pointe toujours au mauvais endroit. Donc, avec Jamie Bell, et Jamie Bell, du coup, reprendra le rôle de Duke Shelby, qui était principalement, en tout cas, qui était précédemment occupé par Barry Keoghan, qui l'incarnait notamment dans le film. Et là, il a été recasté pour cette future série par Jamie Bell. Donc, voici la première image de la prochaine série Peaky Blinders, qui devrait logiquement arriver l'année prochaine, étant donné que le tournage a d'ores et déjà commencé. Mais là-dessus, c'est que des choses qu'on savait déjà, sauf pour le casting de Jamie Bell et cette image, mais ce n'est pas le seul casting qui a été évoqué pour cette future série, puisqu'on a eu aussi droit à 4 acteurs et actrices qui rejoindront le rôle. Je pense notamment à Lucy Karzewski, alors excusez-moi pour la prononciation de son nom, je vous avoue que c'est très compliqué à lire, de Charlie Heaton aussi, star de Stranger Things notamment, de Lashana Lynch, qu'on a pu voir dans le dernier film James Bond, excusez-moi, donc No Time to Die, mais aussi dernièrement dans la série The Day of the Jackal, et Jessica Brown Findlay, qu'on avait pu voir notamment dans les films et la série Downton Abbey. Pour le coup, je connais pas tout le casting, je connais simplement Charlie Heaton et Lashana Lynch. Pour Lashana Lynch, je suis très content. Charlie Heaton, bon, les dernières saisons de Stranger Things, c'était compliqué de son côté, je trouve qu'il jouait pas spécialement bien. Mais en globalité, je trouve qu'il était bon, en tout cas dans la première saison de Stranger Things, mais aussi dans le film New Mutants. Donc, il faudra voir ce qu'il donnera dans la nouvelle série Peaky Blinders. Mais pour le moment, ce ne sont que des acteurs qui ont rejoint des rôles inconnus pour le moment. Donc, il faudra voir quels personnages ils incarneront. Toi, qu'est-ce que tu en penses du coup de ces différents castings? Bah, moi, je connais que deux acteurs. Par exemple, je sais que bah, celle qui joue dans James Bond est aussi bah, dans The Marvel, qui Oui. aura peut-être un rôle un peu plus important dans Doomsday, mais bon, ça c'est hors sujet. Mm. Et aussi l'acteur de Stranger Things, je connais que ces deux-là, mais après à voir qu'est-ce qu'ils vont jouer comme personnage, vu Ça. que peut-être peut-être je vais rentrer dans l'univers de Peaky Blinders dans la prochaine série, à voir. Mais ouais, ça peut être très intéressant. Et après les deux autres, je les connais pas, alors Mm. à voir. Faudra voir. Bon, pour le coup, on a plutôt du bon casting. En vrai, même Jamie Bell, il est plutôt bon. Donc, faudra voir ce qu'il propose, du coup, avec son personnage de Duke Shelby. Mais affaire à suivre. On aura sûrement bien plus d'informations dans les mois à venir. Ensuite, autre actualité sur laquelle on va revenir, c'est Elden Ring, puisque je pense que tout le monde le savait déjà, mais un film Elden Ring est en préparation du côté de A24. En tout cas, ce sera A24 qui produira le film en partenariat avec Bandai Namco, donc le studio qui a les droits de Elden Ring et qui a publié le jeu Elden Ring. Et on savait que Alex Garland écrira et réalisera le film, mais c'est tout ce que l'on savait pour le moment du film Elden Ring, mais on a eu quelques nouvelles informations. Toi déjà, qu'est-ce que t'en penses de ce film Elden Ring? Est-ce que tu attends ou pas ce projet? Bah moi qui a pas fait le jeu Elden Ring ouais, pourquoi pas. Après, le truc, c'est que c'est N24 et on sait que nous, chez nous, les Français, bah, la distribution de N24, c'est pas très, bah, genre, comment dire ça? C'est que j'espère qu'en fait, quand le film sortira, il sortira en France directement parce qu'on sait que nous, les films N24 sort environ 10 mois après les US. Alors, c'est pas faux là-dessus, ouais, A24 c'est très compliqué sur la distribution en France, mais pour Mmh. le coup, là, c'est un peu différent puisque ce sera le film le plus coûteux et le plus ambitieux de A24. Ouais. Donc, on peut supposer que le studio voudra que le film sorte partout en même temps dans le monde entier.
Et Ouais, honnêtement, au vu de la popularité du film Elden Ring et le jeu. du jeu, oui, excuse-moi, du jeu Elden Ring et du coup de cette attente aussi autour de ce film, je pense que A24 décidera de le sortir dans tous les pays du monde en même temps. Mais du coup, si on en parle aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement parce que on a énormément de casting concernant le projet. Donc on a notamment Kit Connor qui aura le rôle principal, on aura Tom Burke aussi au casting, Ben Whishaw, Kaylee Spiney, donc là vraiment que des bons acteurs sur ces 4 acteurs. En tout cas, je les trouve très très bons. On a Mm. notamment Ben Whishaw, si je dis pas de bêtises, qui jouait dans les derniers James Bond, donc de Daniel Craig. Il jouait justement celui qui faisait les gadgets, alors je sais plus comment il s'appelle. On a Kaylee Spiney qu'on a pu retrouver dans la 2e saison de Beef, acharné en VF dernièrement, et Tom Burke, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a eu du Nick Offerman vu dernièrement dans la série The Last of Us, on a eu du Sonoya Mizuno, Havana Rose Liu, Peter Serafinovich, donc là c'est que des acteurs que je connais pas sauf pour Nick Offerman. Et ensuite on a eu le droit à du John Hodgkinson, Jonathan Pryce, Emma Laird et Ruby Cruz. Qu'est-ce que tu penses du coup de tout ce casting? Bah, ouais, en fait, je connais la plupart, mais Hmm. ouais, pourquoi pas. Après, euh, à voir qu'est-ce qu'ils pourront jouer comme personnage, parce que moi, je connais pas le lore de Hmm. Elden Ring. Après, je sais pas s'il faut faire le jeu pour bien comprendre l'histoire, le lore de l'univers de Elden Ring. À voir, à voir. Est-ce qu'il faut faire? Je sais pas si je veux le faire. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le jeu avec les boss, ça Hmm. m'attire pas trop. Même si Black Myth Wukong, j'ai bien aimé, mais ça, c'est un autre sujet comme ça. Ouais. Mais Mais voilà. ouais, c'est vrai que bon, le casting que je connais principalement, bah, surtout ces 4 personnages-là. Bon, Oui. pour le coup, on ne sait pas qui incarnera quel personnage pour le moment. En tout cas, ils ont tous rejoint le film dans des rôles inconnus. On a eu quelques images aussi, il me semble. Non, je dis de la merde, c'est pas pour ce projet-là. Mais en tout cas, on sait que Kit Connor aura le rôle principal, sachant que la production du film commencera au printemps 2026. Donc, on peut supposer que le film sortira en 2027. Et de toute manière, c'est pas une supposition. Puisque, excusez-moi, ça sortira en 2028, puisqu'on a une date officielle pour le projet, et il est daté pour le 3 mars 2028, date US, donc il faudra voir en ce qui concerne la France. Il faut juste qu'en fait ce film marche, hein, en fait, parce qu'en fait le truc c'est que vu qu'il y a une grosse communauté, excuse-moi, Mm. sur Elden Ring, que c'est un peu le jeu de l'année, c'était un des jeux de l'année, et vu que si le film marche pas, du coup là il y aura beaucoup de critiques négatives envers ce film, j'espère Mm. que voilà. Après c'est N24, on peut avoir une bonne surprise. Après, A24, faut se méfier, parce qu'ils nous sortent des bonnes bouses aussi quand même de temps en temps. Oui, Donc faudra voir ce qu'ils proposent autour de ce film. Et tout à l'heure d'ailleurs tu disais justement que tu savais pas s'il fallait faire le jeu ou non pour ouais. comprendre le lore. Alors pour le coup c'est très compliqué parce que de ce que j'ai pu comprendre, il y a beaucoup de gens qui apprécient le jeu pour son gameplay et ses visuels. Et il y a Mm. beaucoup de gens qui sont obligés d'aller voir des vidéos récapitulatives de ce que raconte le jeu. Parce qu'en fait il n'y a pas de dialogue entre les personnages dans Elden Ring. Il n'y a pas vraiment D'accord. d'histoire à proprement parler. C'est surtout du lore qu'on retrouve en allant fouiller des décors, en allant regarder des statues, en allant lire des documents. Donc il n'y a pas Mm. vraiment d'histoire à proprement parler, il y a beaucoup de lore autour du jeu, mais il faut aller fouiller partout pour aller choper les documents. Donc c'est un petit peu Ok. complexe. Donc il faudra voir ce que raconte le film, ce que du coup va garder le film aussi par rapport aux jeux vidéo. Donc faudra voir, mais en tout cas, on sait que le film est très attendu par les fans de celui-ci. Donc faudra pas que A24 et Bandai Namco ne se plantent sur le projet. Ensuite, on va passer sur A Quiet Place, donc partie 3, donc Sans un bruit 3 en français, Sans un bruit. Pour le coup, c'est des films que j'ai plutôt appréciés, surtout les deux premiers. Sans un bruit, Day One, donc jour 1, je crois que c'était ça. Était sympa, mais sans plus. Toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cet univers sans un bruit? Est-ce que tu apprécies ou non? Bah moi j'ai bien aimé les deux premiers, après je me rappelle que celui le spin-off du premier jour, bah, le premier jour de l'évasion des extraterrestres, j'étais un peu plus mitigé de ce film, je m'attendais à beaucoup mieux, mais après ouais j'ai très hâte de savoir de cette partie 3 avec le retour de Cillian Murphy Mm. et les autres protagonistes principaux et voir qu'est-ce qui ça va les amener. Après ça fait longtemps que je les ai plus vus le partie 1 partie 2, peut-être il faudra que je me refasse le 3 avant les deux. Mm. Il faudra que je me refasse le 2 Avant le avant 3, le ouais. troisième. Et voilà. Ouais, ça peut. J'ai hâte.
Je pense que que je ferai pareil, d'aller voir les deux précédents films avant de pouvoir aller voir cette troisième partie. Moi, pour le coup, c'est des films que j'apprécie vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé les deux premiers films. Et du coup, si on en parle aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement parce qu'on a eu pas mal de news concernant la partie 3, puisque oui, elle est bel et bien toujours prévue, puisque le troisième opus a été, en tout cas, annoncé comme le dernier opus de la saga. Donc, faudra voir ce qu'ils proposeront. Du coup, avec ce troisième et dernier opus, est-ce qu'on aura une conclusion plutôt bonne, ou est-ce qu'ils vont essayer de conclure l'univers de Quiet Place via des spin-offs, comme ils ont pu le faire avec Juro 1. Donc on ne sait pas s'il y a d'autres spin-offs qui arriveront après cette troisième partie. En tout cas, en ce qui concerne la saga principale, ce sera Sans un bruit de roi qui sera le dernier. Et si on en parle, eh bien c'est tout simplement parce que John Krasinski avait dévoilé une image sur Instagram nous montrant pas mal de choses sur le casting, et on peut aussi apprendre que John Krasinski revient donc à l'écriture de ce film, lui qui avait écrit les deux premiers opus, et il produira aussi le film et réalisera aussi le projet. Donc il est sur 3 rôles différents. Alors à mon avis, au casting, il ne sera pas présent étant donné la fin du personnage, à moins qu'il y ait des flashbacks aussi dans ce Sans un bruit 3, ce que je ne pense pas du tout. Je pense que ça aurait aucun intérêt. Mais en tout cas, voilà, il réalisera, il écrira et il produira le film Sans un bruit 3. Et il a aussi déclaré, en tout cas montré via cette affiche, que Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simons et Noah Jupe reprendront donc leur rôle dans en tout cas reprendront leur rôle qu'ils avaient dans les 2 précédents films. Donc ça, c'est plutôt sympathique de revoir Cillian Murphy, c'est vraiment cool. Il avait un plutôt bon rôle, je trouve, dans le précédent film, donc dans Sans un bruit 2. Donc faudra voir aussi ce qu'il nous propose par la suite concernant ces personnages-là, et voir ce que racontera le film. Mais c'est pas tout ce qu'on a eu niveau casting, puisqu'on a appris que 3 nouveaux acteurs rejoignaient le cast de ce projet. Il s'agit de Jack O'Connell, de Jason Clarke et de Cathy O'Brien, qui ont rejoint tous les 3 le troisième et dernier opus Sans un bruit, dans des rôles pour le moment inconnus. Toi, qu'est-ce que tu penses du coup de ces nouveaux castings ? Alors moi, je pense que je vais juste revenir sur l'acteur qui a fait Sans un bruit, et aussi dernièrement, non pas Sans un bruit, mais 28 ans plus tard, et Sinner, Ouais. qui joue très bien, je trouve. Et j'ai hâte de voir dans son nouveau rôle, parce que je commence à vraiment aimer cet acteur. Franchement, il joue très bien, et hâte d'en savoir plus de ce scénario du troisième opus. Parce que, vu que ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu le deuxième opus de Sans un bruit, est-ce que là, cette fois-ci, on n'aura pas un bond dans le temps? Parce qu'on sait que dans le deuxième, il y a le bébé. Est-ce qu'on n'aura pas un bond dans le temps? Je sais pas. Ah oui, ça peut être une possibilité, sachant qu'en plus on le sait qu'il y a une île qui est pas immunisée, mais en tout cas qui est en dehors de tout ce qui se passe avec les aliens. On sait qu'il y a une île sans aliens, même si du coup à un moment donné il y en a un qui arrive à aller sur cette île via le bateau. Mais logiquement il est éliminé, donc maintenant il n'y a plus du tout de menace sur cette île, donc possiblement que les personnages se sont retrouvés là-bas et qu'ils vivent une petite vie là-bas tranquillement. Mais qu'est-ce qui les ferait sortir de cette île? Faudra voir. C'est pour ça, pour le moment, on n'a aucune info concernant le scénario. Est-ce qu'on n'aura pas des méchants humains? Genre, Bah, c'est une possibilité, étant donné qu'ils ont casté Jack O'Connell, et en vrai on en a déjà eu des méchants humains, en tout cas des antagonistes humains dans le deuxième opus. Et étant donné que Jack O'Connell est dans le film, alors est-ce qu'il aura un rôle différent de ce qu'il a eu précédemment, puisque du coup on le connaît principalement pour Signers et du coup pour 28 ans plus tard. Oui. Et est-ce qu'il aura le même type de rôle, c'est-à-dire jouer un psychopathe, ou est-ce qu'il aura un rôle plutôt différent? Donc ça faudra voir, parce que pour le moment on ne sait pas qui ils incarneront. Voilà. Bref, en tout cas, le tournage commencera au printemps à New York, donc il devrait pas tarder à commencer pour une sortie le 30 juillet 2027, date US. Tu voulais dire une dernière chose sur le projet? Non, j'ai tout dit, c'est juste que moi j'ai hâte de voir Jack O'Connell dans ce film. Faudra voir quel rôle il aura. J'aimerais bien qu'il joue un rôle un peu différent, même s'il le voit en tant que psychopathe aussi dans ce film, ça m'irait totalement, puisqu'il joue extrêmement bien ce genre de rôle. Mais en tout cas, je suis très très hype pour voir ce Sans un bruit 3 l'année prochaine. Ensuite, on va passer sur du Top Gun et sur Joseph Kosinski, puisque il y a quelques jours de ça, a eu lieu la CinemaCon, donc c'était début de semaine dernière, et lors de cette CinemaCon, on avait appris que Top Gun aurait le droit à un nouvel opus. Par contre, on ne sait rien de ce projet. Il est simplement évoqué que Tom Cruise pourrait revenir dans le film. Honnêtement, c'est une certitude qu'il sera de retour dans ce troisième Top Gun, même si pour le moment, ils disent pas que c'est un Top Gun 3, ils disent pas que c'est une suite, ils disent que c'est un nouveau film Top Gun.
Mais bon, on suppose que ce sera un Top Gun 3 et une suite avec Tom Cruise. Et c'est vrai que Top Gun Maverick était réalisé par Joseph Kosinski et la réal est exceptionnelle. Et d'ailleurs, il a réalisé l'an dernier F1. Et honnêtement, je trouve qu'il a une très bonne patte. Il arrive à nous faire des plans vraiment magnifiques, notamment à l'intérieur des cockpits, que ce soit dans les avions et les voitures, du coup, dans F1. Toi, qu'est-ce que tu penses en globalité de Joseph Kosinski? Bah moi j'ai beaucoup aimé son Top Gun, hein, moi qui est un grand fan, moi que depuis petit je regarde Top Gun, et là quand j'ai vu le deuxième c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Même si au début quand ma première je me rappelle quand je l'ai vu le film la première fois, j'étais un peu mitigé, mais quand je le revois petit à petit encore, je commence à adorer ce film. Hmm. Et vu que aussi son F1 que j'adore en termes d'immersion dans le côté un peu pilote de F1. Et franchement, c'est un bon réalisateur, même si c'est un peu dommage qu'il ne revient pas pour le Top Gun 3. Mais à voir. Après, peut-être, j'espère qu'on aura un bon réalisateur. Il ne faut pas que Paramount comment dire ça, il ne faut pas qu'il se lâche, genre, il ne faut pas qu'il se trompe de réalisateur pour réaliser un Top Gun 3. C'est ça. Et c'est là-dessus justement que je voulais revenir. Du coup, ouais, la mauvaise nouvelle, c'est malheureusement que Joseph Kosinski ne reviendra pas à la réal de ce Top Gun 3. C'est un petit peu dommage parce qu'honnêtement, il nous avait proposé des trucs de fou. Donc, il faudra voir ils embaucheront en tant que réal. J'espère qu'on aura des plans aussi bien foutus que dans Top Gun Maverick. Mais bref, en tout cas, la seule info officielle que l'on sait, c'est qu'un Top Gun 3 est en préparation, en tout cas qu'un nouveau film Top Gun est en préparation et que le script est en cours d'écriture. Et du coup, la chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi Joseph Kosinski ne sera pas à la réal de ce film. Eh bien, c'est tout simplement, en tout cas, c'est une supposition de ma part, c'est que Paramount, je pense que c'est une priorité pour eux de développer ce nouveau film Top Gun, puisque déjà Top Gun Maverick, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2022. Donc ça fait déjà 4 ans que le film est sorti, et en plus de ça, ça fait un petit moment qu'un nouvel opus et en tout cas à l'étude du côté de Paramount, donc je pense que c'est une priorité de ce côté-là, sauf que Joseph Kosinski, il est actuellement en tout cas occupé sur un autre film qui se nomme donc Miami Vice 85, puisque jusque-là on savait qu'un reboot du film Miami Vice sorti dans les années je ne sais plus quelle, honnêtement, mais en tout cas c'est un reboot, que Joseph Kosinski préparait du coup un reboot de Miami Vice, et maintenant on sait quel titre il aura. Il se nomme Miami Vice 85, et au casting on y retrouvera Michael B. Jordan et Austin Butler dans les rôles principaux. Donc honnêtement, très très bon casting. Moi j'ai assez hâte de voir ce que va proposer ce film. Pour le coup, je sais pas du tout ce que raconte Miami Vice, donc ce sera de la totale découverte, mais honnêtement je fais totalement confiance au réalisateur. En plus de ça, il a un bon casting derrière, donc ça peut promettre être une bonne pépite. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce film? Alors pour l'instant, je sais pas si c'est Miami Vice, je sais pas si c'est un film d'action, parce que le truc c'est que pour l'instant on n'a pas vu le réalisateur dans des scènes un peu plus d'action. Or peut-être peut-être la fin de Top Gun Maverick, mais après je sais pas, à voir, je sais pas parce que je connais pas trop la franchise Miami Vice. Après pourquoi pas, après on peut avoir des bonnes scènes en voiture comme il a fait dans F1 peut-être. Vu comment il est fort aussi dans les immersions un peu dans le côté pilote et dans le pilote F1. Jake Devonshire, etc. Tu vois qu'est-ce que je veux dire. Ouais. Mais ouais, ça peut être un bon film, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être vraiment sympa. Alors ouais, pour le coup, toi comme moi, on ne sait pas ce que raconte Miami Vice. C'est possible que ce soit un film d'action. Et honnêtement, un film dans les années 80 où on aura des courses de poursuite en voiture, ça peut être vraiment sympathique. Ouais. On va voir ce que propose ce film. Pour le coup, je ne connais pas du tout l'original. Oui. Et aussi, j'aimerais vous dire quelque chose, si vous souhaitez revoir ou voir Top Gun, j'ai vu que dans les cinémas pâtés, pour les 40e anniversaire, ils refont un petit marathon de Top Gun en mai dans le cinéma pâté. D'accord, Voilà, je me laisserai peut-être tenter aussi de mon côté du coup, parce que Top Gun Maverick, j'ai jamais vu au cinéma. Par contre, la mauvaise nouvelle du côté de Miami Vice 85, c'est que de base, le film était annoncé pour sortir en août 2027, et malheureusement, il a été reporté de plusieurs mois, donc on parle de 8 mois, je crois, de report, 9 mois même, Ok. puisqu'il sortira finalement en mai 2028, donc sans date précise pour le moment. Mais en tout cas, le film a été repoussé de 9 mois, entre guillemets, donc c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, qu'ils prennent son temps, qu'ils prennent en tout cas leur temps pour développer un bon film Miami Vice avec une bonne réalisation, et honnêtement, Joseph Kosinski, on peut lui faire confiance là-dessus. Ensuite, on va passer sur les adaptations de jeux vidéo, puisqu'il y en a pas mal qui se sont officialisés. Donc, vous le savez, il y a quelques mois, on apprenait qu'un film Call of Duty
était actuellement en préparation. On savait aussi que Steven Spielberg à la base était intéressé pour développer le projet, que Paramount a récupéré le projet et a refusé que Steven Spielberg réalise le film, ce qui est un petit peu dommage honnêtement. Mais en tout cas, pourquoi on en reparle aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simplement parce que Call of Duty s'est vu offrir une date lors de la CinemaCon. Paramount l'a officialisé. Il sortira donc le 30 juin 2028 et sera réalisé par Peter Berg. Et Peter Berg, il a notamment réalisé le film Hancock avec Will Smith. Donc honnêtement, je vais pas dire que c'est un bon réal parce que j'ai été regarder un petit peu sa filmo hier, alors je l'ai plus totalement en tête. Mais mis à part Hancock, je crois qu'il n'y avait pas d'autres films qui étaient cool de sa part. Donc faudra voir ce qu'il nous propose là-dessus. Mais en tout cas, j'ai plutôt hâte de voir ce que va nous proposer ce film Call of Duty. On ne sait pas encore si ça explorera une période moderne ou une période ancienne. Mais en tout cas, ça peut être sympathique. Toi, qu'est-ce que tu penses du coup d'un projet Call of Duty? Bah, je me rappelle que le film Call of Duty était en préparation il y a bien longtemps, mais après ça a été annulé ou reporté, je sais pas quoi. Il y a eu trop de galères sur ce film. Et là, refaire un film Call of Duty, pourquoi pas? Comme tu dis, je pense que ça va plus adapter les Call of Duty Modern Warfare, etc. Je pense pas qu'ils vont aller sur le côté futuriste. Je pense que c'est un peu trop. Ou peut-être dans le côté guerre mondiale, mais je pense pas aussi. Je pense qu'on va plus se concentrer sur le Modern Warfare qu'on a aujourd'hui. Ou peut-être Black Ops, à voir, peut-être Black Ops, je sais pas. Mais ouais, pourquoi pas, j'ai hâte d'en savoir plus sur sur le développement du film et sur le casting. Est-ce qu'on aura le personnage principal, le Captain, comment ça s'appelle? Captain Price. Ouais, peut-être on aura Captain Price, je sais pas, s'ils vont le faire adapter dans le film, à voir. C'est vrai que ça, c'est une chose que je m'étais pas posée comme question, étant donné qu'on ne sait rien du scénario, mais c'est vrai que ça, c'est une possibilité qu'ils adaptent un jeu précis, puisque du coup, Call of Duty a plusieurs licences, si on peut dire ça. Ils ont Black Ops, ils ont Modern Warfare, ils ont Advanced Warfare, ils ont des World War 1 et 2, donc ils ont pas mal de licences du côté de Call of Duty, en tout cas pas mal de petits sous-titres, si on peut dire ça. Et c'est vrai que ça, c'est une question que je m'étais pas posée, mais c'est vrai que ça se trouve, ce Call of Duty, il développera du coup un jeu précis et nous montrera des personnages qu'on voit dans les jeux vidéo. Parce que c'est vrai que moi, quand je me suis dit, ils vont faire un film Call of Duty, je me suis dit, en vrai, ça n'a aucune utilité, ils vont faire un film militaire genre basique, et ils vont montrer des nouveaux personnages, mais c'est vrai que ce serait pas con de nous montrer justement, donc la Modern Warfare, ce serait vraiment cool qu'on ait du Captain Price, du Ghost et tout le bazar. Donc faudra voir ce qu'ils nous proposent autour de ce projet. Mais bref, pour le moment, on a le temps, puisque le projet est prévu pour le mois de juin 2028. Et du côté des films de guerre qui auront le droit à leur adaptation, je suis désolé pour la qualité de l'image, j'ai pas trouvé mieux, j'en suis confus. Elle est vraiment à chier. Mais du coup, on a Battlefield aussi qui s'offre une adaptation JV, donc concurrent de Call of Duty au niveau des jeux vidéo. Et là, visiblement, ce sera la même chose au niveau des films. Donc c'est plutôt intéressant, sachant que on ne sait pas énormément de choses sur le projet, on n'a pas de scénario, on sait simplement qui réalisera le film. Il s'agit de Christopher McQuarrie, à qui l'on doit notamment les derniers films Mission Impossible. Donc il sera auteur et réalisateur sur le film, et Michael B. Jordan pourrait aussi produire et avoir un rôle dans le film. Donc honnêtement, c'est une plutôt bonne nouvelle, parce que Christopher McQuarrie, je trouve qu'il est plutôt bon en termes de réalisateur. En tout cas, il nous a offert de bonnes choses au niveau de certaines scènes des dernières Missions Impossibles. Puis Michael B. Jordan pourrait avoir le rôle principal en plus dans le projet, donc ça pourrait être sympathique aussi. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce projet Battlefield? Après, pourquoi pas, mais après, c'est un deuxième film de guerre adapté de jeux vidéo. Après, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait raconter. Est-ce que ça pourrait raconter un conflit avec le président, etc., avec la Maison Blanche? Pourquoi pas? J'essaie de théoriser, je peut-être pas c'est comme ça, mais en cas où. Mais ouais, Michael B. Jordan, on le voit de partout, hein, parce qu'avec Miami Vice, Battlefield, etc., on le voit de partout. Après, pourquoi pas? Je le vois bien aussi. De toute façon, Michael B. Jordan, je le vois bien dans un film un type d'action comme ça. À voir qu'est-ce que ça peut raconter. Est-ce que ça va sortir le même année que Call of Duty? À voir. Je pense que ça pourrait être cool que ça sorte la même année que Call of Duty, et je pense que ça pourrait être encore plus cool que ça sorte le même jour. C'est qu'on ait vraiment la confrontation entre les deux univers. Déjà, en termes de jeux vidéo, c'est des jeux un peu concurrents, puisque c'est un peu le même type de jeu. Donc voir pareil au cinéma, ça pourrait être vraiment cool. Si ça sort le même jour, ce serait osé et ce serait génial. Et je pense que s'ils font ça, justement, la communication autour des deux films pourrait être vraiment bon, et je pense que leur rentabilité pourrait être encore meilleure, parce que je pense que les gens se jetteraient, en tout cas les joueurs des différents jeux
se jetterait sur les deux adaptations pour aller voir qui est la meilleure, tu sais, voir la concurrence Oui. un peu qu'ils ont entre les deux, ça pourrait être vachement sympa. Pour le moment, on n'a pas de date de sortie, on sait pas ce que racontera le film. C'est vrai que niveau Call of Duty, Battlefield, je m'y connais pas des masses, donc je sais pas s'ils ont des personnages aussi emblématiques que dans Call of Duty, et les campagnes, je sais pas si elles sont aussi bonnes aussi que dans certains Call of Duty. Pour le coup, je sais pas du tout ce que ça raconte, donc j'en suis confus. Mais en tout cas, assez hâte de voir ce que va nous proposer aussi ce film Battlefield. Mais c'est pas, encore une fois, la seule adaptation qu'on va évoquer aujourd'hui, puisqu'on a eu aussi des nouvelles concernant Far Cry. Donc ça, c'est la dernière adaptation JV qu'on va évoquer aujourd'hui, même s'il y en a bien plus qui sont actuellement en préparation. Et si on reparle de Far Cry aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement parce que Noah Hawley nous a fait pas mal de déclarations sur Far Cry, plutôt inquiétantes pour le coup. Je sais pas si toi tu les as vues, ces déclarations. Si, j'ai entendu parler comme Ok. quoi en fait ça peut être ça peut être une bonne franchise et qu'après on peut faire ça peut être une série d'anthologie. Alors il y a ça, donc ça c'est la plutôt bonne nouvelle, mais les autres mauvaises nouvelles on va les évoquer juste après. Donc c'est vrai que Noah Hawley, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notamment le créateur et le showrunner de la série Fargo, mais aussi dernièrement de Alien Earth, dont d'ailleurs la production de Alien Earth devrait pas tarder à commencer, puisque le tournage devrait commencer le mois prochain. Ok. Et du coup, Noah Hawley sera le créateur et le showrunner de cette série Far Cry. Donc, elle sera produite, en tout cas, comment dire, leur développement aura lieu au même moment que Alien Earth. Donc, Alien Earth et Far Cry, en tout cas, leur production commenceront quasiment en même temps. Donc, Noah Hawley, justement, a déclaré qu'il serait sur les deux séries en même temps et qu'il devrait courir un petit peu partout. Il a notamment dit qu'il réaliserait aucun épisode de Alien Earth, contrairement à Far Cry, où il réalisera les deux premiers épisode. Donc ce sera une série qui sera disponible sur FX, donc chez nous en France ce sera Disney+. Il a déclaré notamment aussi que ce sera une série d'anthologie, donc que chaque saison racontera une nouvelle histoire. Alors il dit que ce sera une série d'anthologie, il faut d'abord que la première saison fonctionne Oui. pour voir s'ils feront une saison 2, sachant que voici Noah Hawley, et il a fait des déclarations assez inquiétantes. Je vais vous les lire juste là. Donc je cite: « Nous pouvons avoir une conversation plus large sur les forces et les faiblesses de l'adaptation des jeux vidéo, notamment parce que les jeux sont construits d'une manière qui ne se prête pas forcément aux drames les plus réussis. » Et déjà là-dessus, ça a fait grisonner pas mal de monde, parce que comment ça, les jeux sont construits d'une manière qui ne se prête pas forcément aux drames les plus réussis. Je suis désolé, mais à l'heure actuelle, des jeux vidéo ont des scénarios dignes de grands films, et voire même ont des scénarios bien plus travaillés et bien meilleurs que certains films, et que beaucoup de films qui sortent à l'heure actuelle. Donc déjà ça a fait grisonner pas mal de monde. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il a dit déjà là-dessus? Par exemple, on donne exemple à The Last of Us, Mm. c'est un super scénario de film, excusez-moi, hein. Mm. Après, c'est vrai que, après, par exemple, je sais pas, mais est-ce qu'il raconte comme quoi les scénarios de Far Cry, c'est pas comme des films, je sais pas. Bah, c'est vrai que Far Cry, je dirais pas que c'est déconstruit, mais on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Tu sais, en général, on a plusieurs zones, on fait la zone qu'on veut en premier avant d'aller dans la zone finale. Mais il y a quand même un bon scénario derrière, en tout cas pour les premiers opus. Je pense notamment Far Cry au 3, voilà. Oui. Je pense notamment au 3 et au 2 aussi, qui étaient plutôt pas mal. Le 4 et le premier, j'ai jamais fait le 4, j'ai pas été un grand fan. Far Cry 5 aussi était plutôt intéressant, sans être incroyable, mais en tout cas, normalement, les scénarios sont plutôt bons et travaillés. Et du coup, là, il dit les jeux sont construits d'une manière qui ne se prête pas forcément aux drames les plus réussis. Je suis désolé, déjà, je suis pas totalement d'accord avec lui. Donc, je pense qu'il a joué qu'à des jeux de merde, ce monsieur, et qu'il a jamais joué à aucun bon jeu. On pense notamment à du The Last of Us. Pour aller dans une autre, encore, un autre registre, on a notamment les jeux Spider-Man de Insomniac qui sont ultra bien écrits. On a notamment du Uncharted, Ratchet & Clank. Du côté de Xbox, on a Halo aussi, qui est super bien écrit. Bon, Tomb Raider, les derniers étaient sympas, mais bon, c'est pas les meilleurs scénarios du monde, mais honnêtement, ils sont plutôt bons aussi. Donc, je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il a dit. Expédition 33 Expédition 33 aussi l'an dernier. Donc, je pense que ce monsieur n'a joué qu'à des jeux de merde, ou alors n'a joué qu'à des jeux multijoueurs qui n'ont aucun scénario. Oui. C'est pourquoi là, on comprendrait pourquoi il dit ça, mais dans ce cas-là, qu'il se renseigne un peu plus au lieu de faire des déclarations aussi débile. Mais c'est pas la seule déclaration qu'il a faite, puisque là ça a fait griser encore plus de monde. Il a déclaré: quand on joue à un jeu vidéo, on avance surtout dans le gameplay, et puis il y a les cinématiques qu'on peut passer. Donc là il est en train d'insinuer que les gens qui jouent à des jeux du coup solo narratifs font les phases de gameplay et skippent les cinématiques. Et ce pourquoi
les gens ne comprennent pas l'histoire et s'en foutent de l'histoire. C'est totalement débile ce qu'ils racontent. Voilà, je suis désolé. Certes, il y a des joueurs qui font ça. Je pense notamment quand on est jeune. Moi, c'était mon cas. Quand j'étais très jeune. Ok. Quand j'étais très jeune, je faisais les phases de gameplay, les cinématiques, j'en avais rien à foutre, ça me faisait chier, donc je les skippais. Quand je pouvais pas les skipper, je me grattais les veines, parce que ça me faisait chier, moi j'avais envie de jouer. Mais j'avoue qu'à l'heure actuelle, justement, les cinématiques, c'est ce qui te permet de développer bien plus de choses, de développer les personnages, de raconter un petit peu plus l'histoire. Et bon, du coup, maintenant, je prends plus de plaisir à jouer à un jeu vidéo que là, quand j'étais petit, j'étais que là pour le gameplay. Donc ce qu'il dit, c'est totalement débile, ça marche pour certains des joueurs. Il y a des joueurs qui skippent les cinématiques parce qu'ils ont rien à faire, mais ils passent à côté de pas mal de choses. Mais de là à dire que beaucoup de personnes, en tout cas que les gens s'en foutent totalement des cinématiques, c'est totalement faux. C'est justement une partie du scénario. Et c'est pourquoi qu'il a fait sa déclaration précédente. Et ensuite, il déclare, du coup, quand on adapte ces jeux, il faut être conscient que le drame humain devient presque superflu pour l'histoire. Comment ça ? Comment ça ? C'est pas parce que les gens skippent les cinématiques qu'ils passent à côté. En tout cas, c'est pas parce que certains joueurs skippent les cinématiques que tout le monde le fait et passe du coup à côté du drame humain, comme il peut le dire. Donc ça a fait griser pas mal de monde, dont moi. Donc ça me fait un petit peu peur pour cette adaptation de de Far Cry. Déjà que Alien Earth c'était pas incroyable. Donc j'espère qu'il fera beaucoup mieux avec cette série Far Cry. Toi du coup, qu'est-ce que t'en penses en tout cas de cette deuxième déclaration qu'il a faite ? Bah, moi, je suis pas d'accord du tout, parce que moi, je sais que moi, j'avais des potes avant qui disaient que je dis putain, ce jeu est incroyable. Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu passes les cinématiques pour rien, parce qu'en fait, le truc, c'est que les cinématiques font partie du lore et du travail aussi derrière. Que les cinématiques, ça nous permet de découvrir un peu plus l'histoire, de découvrir un peu plus le personnage, parce que quand tu fais des phases de gameplay avec le personnage, tu comprends pas trop le jeu. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens, quand il y a des documents, pas comme moi, ils ont un peu à la flemme de lire. Du coup, ils récupèrent une fichier, mais du coup, ils ne le lisent pas. Mais pour les cinématiques, non, c'est très important pour un jeu vidéo de. Si t'as pas de cinématique, bah c'est pas vraiment un jeu solo, quoi. C'est ça, t'as pas de scénario, en tout cas l'histoire n'est pas bien développée. Elle peut être développée via ce que disent les personnages quand tu joues, mais c'est pas aussi bon que quand t'as des cinématiques qui développent bien la relation entre les persos, développent bien l'histoire. Donc c'est un peu étrange ce qu'ils vont faire avec Far Cry. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Noah Hawley ne développera pas un Far Cry précis. En tout cas, il n'adaptera pas un Far Cry précis, c'est une histoire originale. Donc il faudra voir ce qu'il propose du coup avec cette série Far Cry. En tout cas, maintenant on va passer du côté de Game of Thrones, puisque Game of Thrones, on a eu un nouveau projet qui a été annoncé. Mais avant de revenir sur ce nouveau projet, on sait de sources sûres qu'une seconde saison, en tout cas à A Knight of the Seven Kingdoms, est en préparation. La première saison qui est sortie en ce début d'année, en janvier si je dis pas de bêtises, était vraiment bonne. Toi, qu'est-ce que tu avais pensé du coup de cette première saison de A Knight of the Seven Kingdoms ? En fait, je m'attendais pas à grand chose sur cette série, sur ce spin-off. Je me suis dit, bon, après, d'accord, c'est une nouvelle série Game of Thrones dans l'univers de Game of Thrones. Mais après, quand j'ai vu le premier épisode, bon, c'était assez marrant. Mais après, petit à petit, on allait vraiment dans le côté un peu plus sérieux, marrant, sérieux. Bah après, voilà, c'était vraiment un bon divertissement et j'ai hâte de voir la saison 2. Après, ouais, même si ça se voit qu'en fait, c'est un peu moins important que, pas comme House of Dragon. On voit que c'est pas trop pris la priorité de HBO. Mais après, voilà, c'est très divertissement. Divertissant, je veux dire. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Ouais, pareil, au début, ça me chauffait pas du tout. Honnêtement, j'avais hésité à la regarder. Déjà, le premier épisode ne m'avait pas spécialement convaincu. Je me suis laissé tenter par la suite et j'ai bien fait, puisque au final, cette série est géniale. Et si on en parle aujourd'hui, bien c'est parce que déjà, on le savait qu'une seconde saison était en développement. Mais le réalisateur de cette série et le showrunner a déclaré que lui, il aimerait bien faire au moins 5 saisons, en tout cas 15 saisons en globalité sur Knights of the Seven Kingdoms, donc 5 saisons dans cette période-là, 5 saisons en plus se déroulant un petit peu plus tard dans la chronologie, et 5 autres saisons qui se dérouleraient encore un petit peu plus tard dans la chronologie, donc ça pourrait être sympa à voir s'ils vont jusque-là. Je pense pas honnêtement, 15 saisons c'est beaucoup trop, sachant que cette seconde saison aura le droit à 6 épisodes, et tous ces épisodes dureront entre 30 et 60 minutes, comme c'était le cas pour cette première saison. On sait que Dunk et Egg se rendront à Dorne, donc une ville qu'on avait déjà vue dans la série principale. Et la série est actuellement en production et la sortie est prévue pour 2027 pour cette seconde saison. Il faudra voir s'ils renouvellent ensuite pour une saison 3, une saison 4, il faudra voir à l'arrivée de la seconde saison. Est-ce que tu attends cette seconde saison, toi, du coup, de
de Knight of the Ouais, Seven Kingdom. moi j'ai adoré le deuxième, mais à voir, je pense pas que 15 saisons, c'est un peu trop dit à l'avance parce que déjà, aujourd'hui, j'ai un peu du mal de voir des séries qui arrivent jusqu'à 15 saisons. Mm. Or, Grey's Anatomy ou je sais pas, autre série qui arrive à aller à au-delà, Mm. mais non, j'ai un peu du mal à voir cette série, malheureusement, à aller jusqu'à 15 saisons. Faudra voir comment ils réussiront à développer cette Ouais. histoire en totalité. Ensuite, autre projet qu'on sait en préparation, et d'ailleurs dont un trailer devrait sortir demain pour ceux qui sont sur le live, et sinon pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, bah, ça sort aujourd'hui, vous aurez bien évidemment une vidéo, puisqu'un trailer pour la saison 3 devrait sortir aujourd'hui, saison 3 qui est prévue pour juin 2026, excusez-moi, sans date précise pour le moment. Donc on peut imaginer qu'avec le trailer qui sortira aujourd'hui ou demain, en fonction de où vous regardez l'émission, pourrait nous dévoiler une date un petit peu plus précise. Et on sait aussi que 2028 sera temps pour la fin de cette série, donc House of the Dragon, puisque la saison 4 et finale sortira en 2028. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que va nous proposer cette suite. Quels camps gagneront? Est-ce que ce sera les rouges? Est-ce que ce sera les verts? Je croise les doigts pour que ce soit les rouges, même si bon, les lecteurs des bouquins savent exactement qui gagnera. Pour le moment, moi, j'en ai aucune idée, mais j'ai très hâte de voir ce que va nous proposer la suite de cette série. Est-ce que toi, tu attends du coup ces saisons 3 et 4 pour Bien sûr. pour House? Bien sûr, ce sera vraiment l'événement de l'été, cet été, de découvrir la 3e saison de House of Dragon. Ouais, franchement, j'ai très hâte. Après, moi, je suis team vert, excuse-moi. Non, je rigole, bien sûr, je suis team rouge. J'allais t'égorger. J'allais Non. t'égorger en disant ça. Non, bien sûr que non. Non, team rouge, à vie quand même, parce que le team vert, c'est un peu des bâtards. Mais ouais. Ah, est-ce qu'on le verra un peu là? J'ai hâte, parce que je pense que dans la 3e saison, ils ont annoncé comme quoi il y aura une grosse guerre, une grosse scène de guerre. Alors ouais, justement, il me semble qu'en plus ce sera la scène d'intro de la saison 3. Justement, il est déclaré, alors je sais pas exactement si c'est la scène d'intro de la série. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a été officialisé. Cette saison 3 développera la bataille navale la plus épique de tout l'univers Game of Thrones. Donc ça promet d'être vraiment cool. Alors attention, c'est bataille navale, donc ça se passera sur l'eau. Ce sera pas la bataille la plus épique de tout l'univers de Game of Thrones, mais la bataille navale la plus épique. Donc il faudra voir ce que cela propose. Et d'ailleurs, on a vu quelques extraits durant le précédent teaser justement de cette bataille navale, et ça a l'air plutôt cool. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce que va nous proposer cette saison 3 de House of the Dragon, dont la sortie est prévue pour juin 2026. Donc dans pas si longtemps que ça, en soit dans un petit peu moins de 2 mois, parce que je pense pas que ça sortira fin juin pour le coup. Donc faudra voir. À voir. Et si on parle de Game of Thrones aujourd'hui, c'est par rapport à cette info qui est tombée il y a maintenant quelques temps. Il me semble que ça fait plus de 2 ou 3 ans que ça a été annoncé. En tout cas, ça a été évoqué comme quoi Warner préparerait un film Game of Thrones. Ça a été officialisé fin d'année dernière, donc en mars 2026, ça a été confirmé que un film Game of Thrones était en préparation du côté de Warner. Alors à ce moment-là, on ne savait pas ce que ça allait évoquer comme histoire, on savait simplement que Beau Willimon, à qui l'on doit la série Andor, écrit le scénario, en tout cas, de ce film Game of Thrones, mais jusque-là, on ne connaissait pas l'histoire de ce film, et c'est maintenant officiel, on la connaît, ça a été annoncé lors de la CinemaCon. Le film sera centré sur la conquête d'Aegon et c'est actuellement en préparation du côté de Warner. Alors on n'a pas de date de sortie pour le moment, mais en tout cas ça peut être plutôt sympathique. Est-ce que toi tu connais un petit peu l'histoire de la conquête d'Aegon ou pas du tout? Pas du tout. Est-ce que c'est un Targaryen? Ouais, c'est un Targaryen. Honnêtement, il n'y a pas de difficulté à le savoir, ça, au vu du prénom. Mais en tout cas, ça peut être vachement sympa. Moi non plus, je connaissais pas du tout l'histoire de cette conquête, en tout cas. Je la connais maintenant parce que je me suis un petit peu renseigné, en tout cas légèrement renseigné. J'ai pas tout regardé afin d'avoir un maximum de surprises lors de la sortie de ce film. Mais en tout cas, ce film suivra Aegon Targaryen et ses sœurs utilisant des dragons pour envahir Westeros et en prendre le contrôle, créant un royaume unique gouverné depuis le trône de fer. Donc on y verra justement la création du trône de fer, que l'on peut voir notamment dans Game of Thrones, puisque pas mal de familles se battent justement pour récupérer le trône dans celle-ci. Mais du coup, ce sera le projet le plus ancien dans la chronologie qu'on aura vu en tout cas sur nos écrans quand le film sortira, puisque du coup ça nous montrera les origines des 7 royaumes, donc ça peut être vachement sympathique. Donc il faudra voir ce que cela propose, mais en tout cas ça promet quelque chose de très épique. J'ai très hâte, j'ai trop hâte de voir Game of Thrones sur les écrans. Moi je l'ai découvert assez tard cet univers, je pense notamment à 2024 je crois, à la sortie de la saison 2 de House of the Dragon. J'ai tout découvert à ce moment-là.
j'ai kiffé, donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous proposer la suite de cet univers. Et du coup, ce film, sur les écrans, ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Bah, vu que quand t'as dit que c'est par le scénariste d'Andor, vu qu'Andor c'est une masterclass en termes de, bah, c'est la série la plus, bah, la mieux critiquée dans tout l'univers Star Wars. Et faire un film avec Game of Thrones, ça peut être génial. Juste, j'espère qu'il sortira au cinéma parce que je sais que de temps en temps on peut avoir des trucs comme quoi il peut sortir sur HBO. J'espère pas parce que j'ai envie d'entendre la musique d'introduction au cinéma, Ah, mais ça peut être incroyable. c'est sûr à 100%, hein, c'est confirmé, c'est un film qui sortira au cinéma. Oui, oui, mais Voilà. C'est vrai que ça peut changer entre-temps. Oui, C'est vrai ça peut qu'il peut y changer avoir de des temps en temps. changements. Et je croise les doigts, mais après, parce que moi, je veux vraiment voir du Game of Thrones, ça peut être vraiment très épique. Et aussi avoir la musique bah, d'introduction au cinéma. Oh là là, j'aurais Ça- vraiment des frissons quand ils vont mettre la musique d'introduction au cinéma, là. Mm. Oh là. Ça peut être quelque chose de vraiment cool. En tout cas, ce spin-off s'annonce plutôt épique. Faudra voir s'ils ont un budget beaucoup plus gros qu'une série. Je pense que oui, on l'espère, on croise les Oui. doigts, étant donné que le film sortira au cinéma. Pour le moment, on ne sait rien, on sait juste que le script est en train d'être écrit par Bob Willimon et que ça adaptera donc la conquête d'Aegon. C'est tout ce qu'on sait, on n'a pas Plus en de... 2029, 2000. Je pense aussi, ouais, parce qu'on n'a pas de casting, on n'a pas de date de début de tournage. Après, si le scénario est en cours d'écriture, on peut imaginer un tournage commençant l'année prochaine avec une sortie potentielle en 2028. Ah Mais oui. donc faudra voir, ça c'est juste des suppositions de ma part. Puisque Ouais. le script est actuellement en train d'être écrit, on peut imaginer que le script sera déjà terminé à la fin de cette année, donc potentiellement un tournage l'année prochaine. Faudra voir après qui on aura. En termes de casting, je pense qu'ils nous prendront des bonnes têtes d'affiche, de très bons acteurs pour pouvoir en vendre encore plus le film Game of Thrones. Donc ça promet quelque chose de vraiment cool. Mais du coup, cette fois-ci, on va passer dans un autre univers, toujours du côté de l'heroic fantasy, puisque on a appris pas mal de choses concernant le film Le Seigneur des Anneaux, la chasse de Gollum, film qui a été annoncé il y a maintenant pas mal de temps. On savait qu'il était réalisé par Andy Serkis et qu'il reprendrait aussi son rôle de Gollum dans celui-ci. Le film est prévu pour le 17 décembre 2027 au cinéma et du coup on a appris pas mal de casting. Toi déjà, est-ce que tu attends ou pas ce film Le Seigneur des Anneaux et qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas faire un film sur Gollum? Après, moi, je suis pas le grand fan, le plus grand fan de Game of Thrones, de Seigneur des Anneaux, mais après, Mm. pourquoi pas? Moi, je sais que j'ai pas trop aimé la série parce que dès le premier épisode de la première série, je me suis vite arrêté parce que j'ai pas trop aimé. Mais ouais, ça peut être sympa de faire un film sur Gollum. Je pense que le film se passe entre deux films, c'est ça? Non, ça se passe avant Le Seigneur des Anneaux. Ok. Ça se Je pensais passe que ça avant passe- ça se passe avant Le Seigneur des Anneaux, mais après Le Hobbit. Ok. Voilà. Donc du coup, au casting, on y retrouve bel et bien Andy Serkis dans le rôle de Gollum. Ensuite, on a Ian McKellen aussi qui reprendra son rôle de Gandalf. Ensuite, nous avons Kate Winslet qui sera Marigold. Jamie Dornan qui reprendra le rôle de Aragorn, qui était précédemment joué par... Oh, j'ai plus le nom de l'acteur. J'en suis confus. J'ai plus le nom de l'acteur, je suis vraiment confus. Mais en tout cas, c'est Jamie Dornan qui reprendra le rôle d'Aragorn. Léo Woodall sera Alvard. Lee Pace sera Thranduil. Elijah Wood reprendra lui aussi son rôle de Frodon. Le film sera réalisé par Andy Serkis. Il sort au cinéma le 17 décembre 2027 et sachant qu'au niveau de l'histoire, on devrait y suivre donc Gandalf qui découvre que l'anneau est en possession de Bilbo, est en fait l'anneau unique. Donc Gandalf, ensuite, en apprenant ça, confie la mission de retrouver Gollum à Aragorn, car celui-ci est une source cruciale d'informations. Donc voilà, ça peut être plutôt sympathique. Donc on devrait, je pense que Gandalf aura un rôle plutôt minime, et qu'on y suivra surtout Aragorn et toute son équipe à la traque de Gollum pour en apprendre un petit peu plus sur l'anneau unique, et en apprendre un petit peu plus pour arrêter Sauron. Mais ce n'est pas le seul film qui est en préparation. Déjà, sur ce film-là, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que l'histoire te convient? Est-ce que ça peut t'intéresser? Après, c'est Andy Serkis qui réalise. Je sais que moi, les films de Andy Serkis, j'ai pas trop aimé. Je sais que son livre de la jungle et son Venom Ouais. étaient pas ouf. Après Venom, c'est un peu compréhensible. Mm. Mais ouais, pourquoi pas. Après, à voir. Parce que je sais que j'espère qu'ils vont un peu plus raconter l'histoire sur Smagol, ça? Sméagol, c'est ça, ouais. Ouais. Parce que je sais qu'on avait des flashbacks dans les 3 premiers Seigneur des Anneaux. Surtout dans le deuxième, il me semble. Dans le deuxième ou le 3, je sais plus. Ok. On a eu des flashbacks à propos de ce personnage. Ouais. Comment il est devenu Gollum, c'est très intéressant.
j'avoue aussi, je suis du même avec toi. Andy Serkis c'est un bon acteur, mais en termes de réalisateur, les 2 seuls films que j'ai vus de lui étaient pas incroyables. J'ai vu donc Mowgli, son livre de la jungle sorti sur Netflix, et aussi donc dernièrement Venom Let There Be Carnage qui était vraiment nul. Et prochainement d'ailleurs, il va sortir un film qui se nomme Animal Farm, qui sort d'ailleurs le 1er mai. C'est un film d'animation, mais par contre, il sort seulement aux États-Unis le 1er mai. Pour la France, on n'a pas d'infos. Donc, il faudra voir ce que donnera ce film et les retours là-dessus. Mais du coup, ce que je disais, c'est que c'est pas le seul film dans l'univers du Seigneur des Anneaux qui est en préparation, puisqu'un autre film, Seigneur des Anneaux, est prévu, et c'est Peter Jackson lui-même qui le prépare et qui l'a révélé. Il s'agit en tout cas, le film se nomme Le Seigneur des Anneaux, les ombres du passé. Donc ça peut être plutôt sympathique. Au niveau du scénario, on devrait y retrouver. Donc en tout cas, je vais vous lire ce qu'on a en termes de synopsis. Donc ça se situe 14 ans après la disparition de Frodon. Donc ce sera le film le plus lointain en termes de chronologie par rapport à ce qui s'est passé dans tout l'univers Seigneur des Anneaux. Donc Sam, Merry et Pipin, les potes de Frodon, repartent sur les traces de leurs premières aventures. En parallèle, Elanor, la fille de Sam, découvre un secret enfoui depuis longtemps et cherche à comprendre pourquoi la guerre de l'anneau a failli être perdue avant même d'avoir commencé. Alors j'avoue que le synopsis me vend pas spécialement du rêve. Déjà que de base je suis pas un très grand fan du Seigneur des Anneaux. C'est là d'ailleurs que je me fais guillotiner. Alors qu'en plus j'ai acheté les coffrets les plus chers en termes de physique du Seigneur des Anneaux pour pouvoir les découvrir en version longue. J'avoue que j'ai pas été un grand fan. J'apprécie, mais j'ai pas été un grand fan. Mais bref, en tout cas, ça peut être sympa. Merde, je fais de la merde, excusez-moi. Ça peut être sympa, faudra voir. J'avoue que le synopsis me vend pas du rêve. Après, le fait que ce soit Peter Jackson qui revienne à la réal, donc celui qui a développé les films, notamment donc c'est la trilogie Seigneur des Anneaux, la trilogie Le Hobbit, mais aussi le film Mortal Engines, si je ne dis pas de bêtises, qui était pas incroyable non plus. On va voir ce que propose ce nouveau film Seigneur des Anneaux. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de celui-ci? Bah, pourquoi pas, moi je suis pas, je suis un peu comme toi, je suis pas très fan des Seigneurs des Anneaux. Moi je sais que j'ai vu aussi le film d'animation qui est sorti il y a pas très longtemps sur l'univers des Seigneurs des Anneaux aussi. La guerre des Rohirrim, ouais. Qui était Ouais, pas terrible, honnêtement. ouais. Et à voir. Après, lui, là c'est Peter Jackson qui est dessus. Ouais, c'est ça. Mais ouais, après, pourquoi pas voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer lors de ce film. Faudra voir. J'avoue que je suis pas le plus grand fan du Seigneur des Anneaux, tout comme toi. Donc je me laisserai tenter. Parce que j'apprécie quand même l'univers. Mais j'avoue que le synopsis de ce film-là ne me vend pas spécialement du rêve, contrairement au film La chasse de Gollum, la dernière chasse de Gollum, qui lui peut être vraiment intéressant. On en a fini avec les univers d'Heroic Fantasy. Maintenant, on va passer du côté de Marvel. On a pas mal de choses à dire, notamment concernant Spider-Man Brand New Day. Et regardez-le comment il a retrouvé le sourire, le petit bonhomme. Là. Il a vu l'affiche, il sait de quoi on va parler. Mais bref, du coup, Spider-Man Brand New Day. Depuis le dernier grand décryptage, il y a eu un trailer pour le film qui est sorti. On va l'évoquer juste après. On va d'abord évoquer les différents posters sortis. Donc déjà, le trailer a été vu plus de 1 milliard de fois, je crois en 24 heures, ce qui est un score juste colossal. Et d'ailleurs, il bat tous les records. C'est le seul film à l'avoir fait. Donc déjà, on peut voir l'engouement des spectateurs autour de ce film. Et ça peut être plutôt cool. Donc on peut supposer que le film fera le milliard très très facilement. Par contre, du coup, pendant la CinemaCon, on a eu le droit à 2 affiches, dont voici la première que je trouve juste sublime. Moi, je la trouve très très belle. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de cette première affiche? Non, mais cette affiche, c'est une des meilleures pour l'instant, parce que qui fait vraiment ceux qui connaissent depuis longtemps et qu'ils ont déjà vu les posters de Sam Raimi, les références du 2, quoi, avec MJ dans les yeux et tout ça. Elle est magnifique. Franchement, cette affiche me hype un peu plus sur le film. Ok, tu vois. C'est vrai que l'affiche est vraiment belle. Putain, avec la ville en arrière-plan, on voit la ville dans le reflet de ses yeux. J'avoue que je suis pas spécialement fan du fait qu'on voit Zendaya dans l'œil de Spider-Man. J'aurais préféré qu'on voit que la ville. Mais bon. Je pense qu'il voulait faire référence vraiment à Sam Raimi. Un petit rêve, je pense. Je pense aussi, ouais. Mais l'affiche reste vraiment belle, contrairement à celle-ci, que je trouve pas belle, en vrai. Je vais pas dire que si, je la trouve moche. Voilà, je le dis, je la trouve moche. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Mais en tout cas, moi, je la trouve pas belle. Bah, moi, je peux te comprendre qu'en fait, je trouve qu'en fait, cette image fait un peu très image fan art, tu vois, dans le côté un peu art, que la première fait plus affiche live action d'un vrai film.
Je pense que cette affiche, c'est plus pour faire des promotions sur l'IMAX ou KDX ou comme ils font à chaque fois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais ouais, faudra je suis voir. pas très fan. Après, c'est vrai que là, on met beaucoup la main, Ouais. dans cette affiche. Après, Sachant que la main, on ne sait pas s'ils auront un gros ou un petit rôle pour le moment. Je pense qu'ils auront un petit rôle. Sachant que le film est prévu du coup pour le 29 juillet en France. D'ailleurs, du coup, on disait que le trailer était sorti. Alors, je vais pas vous montrer le trailer, j'en suis confus. Mais du coup, on va l'évoquer un petit peu de ce qu'on en a pensé de celui-ci. Donc, toi, d'abord, pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé du trailer? bah, on sent vraiment le changement entre le réalisateur du pourriture John Watt et Destin Anacreton qui nous a vraiment fondu un petit Shang-Chi très sympathique. Franchement, là, on voit vraiment un vrai Spider-Man qui voltige cette fois-ci, hein, pas comme John Watt qui a dit. Moi, excuse-moi, je suis un peu contre John Mhm. Watt. Mais ouais, franchement, ce Spider-Man, ça peut être très très cool. En plus, ça peut nous introduire peut-être une mutante. Aussi, de voir voir le Punisher qui va travailler avec Peter Parker, ça peut vraiment être très génial. Mm. Ouais, j'ai beaucoup de choses et de savoir quel rôle va jouer Sadie Singh, même si on a une photo qui a été fuitée il n'y a pas très longtemps et on peut savoir à peu près le rôle qu'elle aura malheureusement. Mais franchement, ouais, ça peut être très très intéressant et j'ai très très hâte. Je peux comprendre. Moi, j'avoue que j'ai été très hypé par le film et le trailer aussi. J'avoue que la musique du trailer ne m'a pas spécialement plu. Il y a quelques plans qui sont très beaux. Je pense notamment à un plan où on voit Spider-Man accroché un jerrycan d'eau, je crois, sur un toit. Et justement, Mm. où la caméra le suit super bien. Il y a un beau travelling avec lui Oui. qui voltige et du coup des pigeons qui viennent sur lui. Je pense notamment à ce plan qui est très très beau. Par contre, en globalité, je trouve que visuellement, le film est pas beau. Ah ouais. Ouais, je le trouve pas beau. Genre, l'incrustation du personnage, je la trouve pas très bien faite. Il y a quelques plans qui sont beaux, l'éclairage a l'air ok, mais j'avoue que je le trouve pas spécialement beau le film. Je pense notamment au plan qu'on voit à la fin du trailer où on a cette succession de personnages. Je trouve que ça fait très IA, très fake. Faudra voir comment ils font tout ça dans le film, mais Mm. en tout cas, je trouve pas que le film est spécialement beau. Par contre, ça peut être vachement intéressant ce côté de Peter qui est en train de redécouvrir, en tout cas de muter, si on peut dire ça, et de redécouvrir de nouvelles capacités, puisque maintenant on sait qu'il aura plus des lance-toiles, mais des toiles organiques. Donc faudra voir tout ce que cela donnera. Pour le moment, on a pas mal de personnages aussi confirmés dans le film. On a notamment du Tombstone, puisque ça a été montré lors des jeux Lego qui ont été dévoilés. Il n'a pas été montré officiellement dans le projet, il n'a pas été officiellement annoncé, si ce n'est par le biais de Lego. On sait que Hulk sera dans le projet, que Punisher sera dans le projet, que Scorpion aussi, que Captain Boomerang, Tarantula, la main. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages aussi, sans compter Mark Ruffalo, donc le personnage de Bruce Banner. Je trouve qu'il y a trop de trucs dans le projet. Le personnage de Sadie Sink aussi. Mm. Donc faudra voir comment ils développent tout ça en un petit peu plus de 2 heures. Je pense que le film durera pas excessivement longtemps non plus. Oui. Moi, c'est vraiment la plus grosse crainte que j'ai. Destin Daniel Cretton, je lui fais confiance, sa réal est plutôt bonne. Je l'ai vu notamment avec American Born Chinese, série disponible sur Disney+, mais aussi du coup avec Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Donc honnêtement, il arrive à faire des trucs vraiment quali. Par contre, scénario, faudra faire attention. Je le répète encore une fois, je crois que je le répète à chaque live où on parle de Spider-Man. Mais c'est les mêmes scénaristes que la première trilogie avec Tom Holland. Ça, faut pas l'oublier, c'est la première. C'est pareil, c'est les mêmes scénaristes. Donc ça me fait un peu peur. Et faudra voir. Voilà. Est-ce que Mais, tu as d'autres choses à dire sur le trailer? non, il faut juste peut-être donner sa chance. Peut-être il y avait juste John Wick qui était là et que voilà, à voir. Mm. Mais franchement, moi je donne ma chance pour ce film et Je, voilà. je comprends. De toute façon, moi j'ai fait une théorie il y a pas longtemps à propos. Peut-être on aura Agent Venom, mais pourquoi? Mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant de théories aussi, il y avait pas mal de théories. Alors du coup, on va débunker certaines choses. Pas mal de théories disant qu'on pourrait voir Man Spider du coup dans le film, donc l'homme Mm. araignée, donc Spider-Man sous forme d'araignée, en fait, totalement Tom Holland sous forme d'araignée, donc avec 8 pattes et tout le bazar. Et je l'avais dit d'ailleurs dans un 100% Marvel où on évoquait le trailer, et je l'avais dit, je disais justement que pour moi, jamais de la vie le mettre dans le film, et je crois que je l'avais évoqué avec toi aussi. Parce que Oui. Spider-Man, c'est des films tout public. Donc ils sont aussi là pour attirer des enfants. Et le fait de mettre une créature mi-humaine, mi-araignée dans le film, ça peut effrayer des enfants. Et j'avais dit que selon moi, à cause de ça,
ils oseraient pas mettre Man Spider dans le film. Et visiblement, c'est entre guillemets confirmé, donc attention, ça à prendre avec des pincettes, puisque My Time to Shine l'a dévoilé, c'est simplement un scooper, c'est pas une information officielle. Mais il a dit que Man Spider ne sera pas dans le film parce que justement, c'est un film tout public et qu'une créature semi-humaine, semi-araignée serait trop effrayante pour les enfants. Je l'avais dit que pour moi, il serait pas là, et visiblement, ça se confirme. Et honnêtement, bah, c'est dommage. J'aurais kiffé le voir, mais pour moi, déjà, dès le départ, c'était foutu d'avance. Pour moi, rien que pour cet aspect familial du film, ça aurait été impossible de le mettre. Voilà. Dans tous les cas, on sait que. Bah après, on va parler tout à l'heure, mais j'en en profite que tu parles de Man Spider. Ouais. Mais Man Spider, on pourrait le retrouver dans Spider-Man Noir. Parce qu'on a des scènes de Spider-Man. On a le C'est vrai. personnage dans Spider-Man Noir, mais après, je pense que ça aura une vite. Ouais, ce Un sera un petit petit caméo, rôle. quoi. Et Un ça, petit rôle, quoi. on va l'évoquer à la toute fin du live du coup Oui. avec le trailer. Sachant qu'on a eu un synopsis aussi pour le film Spider-Man Brand New Day, donc je vais vous le lire dès maintenant. 4 ans se sont écoulés depuis notre dernière rencontre avec notre héros de quartier préféré. Peter Parker n'est plus, mais Spider-Man est au sommet de sa forme et veille à la sécurité de New York. Tout se déroule pour le mieux pour notre héros anonyme jusqu'à ce qu'une série de crimes inhabituels l'entraîne dans un réseau de mystères plus vaste que tout ce qu'il a pu affronter jusqu'ici. Pour surmonter les épreuves qui l'attendent, Spider-Man devra non seulement être au sommet de sa forme physique et mentale, mais aussi se préparer à affronter les conséquences de son passé. Donc bref, synopsis qui donne plutôt envie, en vrai c'est cohérent avec ce qu'on voit dans le trailer, mais du coup on voulait aussi revenir sur une autre chose. Alors excusez-moi, j'ai oublié de revenir sur... J'ai oublié de mettre l'affiche justement de celui-ci. Donc le Punisher qui est du coup dans le film Spider-Man Brand New Day aura le droit à son propre special, donc le mois prochain, donc le 12 mai pour être plus précis, et justement il a eu le droit à un trailer. Et le trailer, je pouvais pas le mettre parce qu'on a déjà pas mal de choses à évoquer dans ce live. Et j'ai oublié tout simplement de mettre l'affiche, donc j'en suis confus. Mais Rost avait quelque chose à dire du coup sur le Punisher. Oui, bah, le Punisher, bah, le truc c'est que on sait, est-ce que ça va se passer avant de Spider-Man Brand New Day, mais on sait que déjà que bah, si vous avez pas vu, c'est que bah, je me suis un peu renseigné et on pourrait avoir comme méchant Matt Gucci. Déjà, on sait que dans la dernière phase de la bande-annonce, on a le restaurant de Maguchi. Maguchi, c'est un grand méchant, c'est une grande méchante de l'univers de Punisher. Et du coup, ouais, c'est ça. D'après les rumeurs, elle sera le protagoniste, l'antagoniste de ce special. Et du coup, ça peut être très sympa parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous ne savez pas, Maguchi, bah, elle finit à avoir plus de bras, plus de jambes, mais ça peut vraiment être une bonne confrontation. Et vu que je pense que le special est rated, ça peut être très intéressant de voir tout ça. T'es en train de dire qu'on pourrait voir le Punisher démembrer quelqu'un ? Tout à fait. Putain, si c'est le cas, ça peut être exceptionnel. Hein. La barbarie du personnage, ça pourrait être exceptionnel. Ah ouais, Mais- je pense que ce special va être incroyable. Mais ouais, c'est vrai qu'on a eu un premier trailer qui montre pas mal de... Enfin, qui montre pas énormément de choses concernant le scénario, mais qui en dévoile beaucoup sur la psychologie de Frank Castle. Donc ça peut être plutôt pas mal de le développer dans ce special qui sortira le 12 mai prochain et qu'ensuite on retrouvera dans le film Spider-Man Brand New Day. Est-ce que tu Le as 12. autre chose ? Est-ce que En tu mai, as... on saura. Non, ouais, mais en mai, on saura. Il y aura trop de choses en mai. En mai, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses parce que, pour rappel, du coup, on aura la fin de Daredevil, Born Again saison 2, nous aurons donc ensuite le special Punisher et le 27 mai, nous aurons donc Spider Noir. Donc on a pas mal de choses du côté de Marvel au mois de mai. Donc, concernant Spider-Man Brand New Day, on en a terminé, mais pas de Spider-Man en globalité, puisque Spider-Man Beyond the Spider-Verse s'est dévoilé un petit peu plus, puisque lors de la CinemaCon, on a eu le droit à plusieurs images du film. Pour les personnes présentes sur place, d'ailleurs, ils ont le droit à voir la scène d'intro du film. J'ai pas lu de descriptif, je crois que toi tu l'avais lu. Oui. Et que t'en avais parlé justement en vidéo, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Rost, elle est en lien dans la description. Mais du coup on a eu le droit à 4 nouvelles images, donc voici la première, que je trouve vraiment belle, très simple. Je vois pas ce que ça peut raconter, j'ai pas forcément de théorie sur cette scène là, mais en tout cas elle est très très belle. Toi déjà, qu'est-ce que tu penses de cette première image ? Bah non, franchement, elle est très très belle. Après, ça se voit que là, c'est juste une concept art parce que, bah, je sais pas, l'univers de Miles Morales, c'est pas comme ça, mais après, elle est très très belle. Ça se voit qu'en fait, ça vient d'une image de comme quoi, en fait, bah, l'histoire du 2 raconte comme quoi bah, toutes les inspecteurs, je sais pas, de l'univers Spider-Man meurent. Ouais, à chaque ça, fois. tout. En fait, c'est un élément Canva. Je crois que c'est comme ça que c'est dit. Que justement, le Miles Morales est obligé de perdre son père afin que les univers puissent continuer Ouais. à exister.
Et je pense que ouais, ça fait référence à ça, quoi, je pense. Moi, je pense plus que c'est un moment où Miles est un peu triste et repense un petit peu à tout ce qui s'est passé Ouais. avec son père et se remémore des moments passés avec lui. Je pense que ça s'arrête là. Donc, faudra voir. Sachant qu'on a eu aussi un synopsis concernant le film. Donc, il est celui-ci, donc traqué par la Spider Society de Miguel O'Hara et trahi par ses amis, Miles se retrouve dans les recoins les plus sombres du Spider-Verse à la recherche d'un moyen de rentrer chez lui. Sachant que sa famille a non seulement été brisée, mais aussi mise en danger par sa vocation. C'est une course contre la montre pour que Miles parcourt les confins du temps et de l'espace afin de se battre et de réunir tout ce qui lui est le plus cher. Ah, tu Voilà, parles du temps, c'est peut-être très intéressant en termes de théorie quand tu parles du temps. c'est vrai que j'ai vu ta vidéo théorie. On va y revenir un petit peu plus tard. On va d'abord parler des images, ensuite on reviendra sur cet aspect du coup par rapport à la timeline. Ouais. Donc on va d'abord aller voir les images. Donc voici la seconde image qu'on a eue, qui est vraiment très très cool. Moi je me suis Oui. fait une petite théorie sur cette image par ailleurs. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais dans Across the Spider-Verse, on voit justement à un moment donné, donc Miles, Gwen et tout le bazar traverser un espèce de tunnel, tu sais, qui les emmène à la zone de Oui, la je sais Spider qui- Society. Ouais, je vois. Donc une zone entre deux univers entre guillemets, c'est pour voyager, un peu comme on Oui. a dans Mario, tu sais, avec les tuyaux. Je sais pas si tu Mhm. vois ce que je veux dire. Oui, je vois, oui. Et je pense que là, justement, c'est une scène qui se passe dans ces espèces de tunnels entre deux univers et où Miguel et Miles vont s'affronter. Et peut-être qu'ils vont traverser plusieurs univers au fur et à mesure et changer le style d'animation, puisque là, on peut le voir, la couleur de leur costume n'est pas la même. Là où à la base, le costume de Miguel O'Hara, si je dis pas de bêtises, il est bleu et rouge, classique. Là, Oui. il est totalement noir et blanc. Là où le costume de Miles, normalement, il est rouge et noir. Là, il est bleu et rouge. Donc je pense que là, il traverse petit à petit des univers, en tout cas le tunnel entre deux univers, donc ça peut être vachement intéressant. Je trouve que l'image est plutôt belle. Qu'est-ce que tu penses, toi, de celle-ci aussi? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça se voit que dans l'image, en fait, les couleurs se confondent, en fait. Mm. Genre, tu vois, par exemple, même si le costume de Miguel, là, il est plus noir et blanc, et que celle de Miles Morales, là, il est bleu, et bleu-rouge comme la couleur de Spider-Man C'est 99. ça. Et ouais, ça peut être. Ouais, moi, franchement, j'ai très hâte d'être l'année prochaine. Ça va être Ah ouais. une banger. L'année prochaine, on va bien se régaler, mais c'est vrai que du coup, on a vraiment l'impression que du coup, ce sera une scène qui se passe entre deux univers. Ensuite, nous avons eu le droit à celle-ci, où justement, on y voit Spider-Punk dans son propre univers, on le voit au style d'animation, et derrière, il y est écrit « Gonna save your dad ». Je trouve que l'image est plutôt belle. Moi, je suis pas spécialement fan non plus du style d'animation qu'on a dans l'univers de Spider-Punk. Je sais pas toi ce que t'en penses de son style d'animation et de cette image du coup. Ouais, c'est vrai que son univers fait très papier journaux. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi aussi, je suis pas très fan. Après, peut-être à voir dans le film, parce qu'on sait que dans le film, on verra un peu plus son monde, parce qu'ils sont un peu avec Gwen Stacy. Je sais que l'année dernière, avec les images, on a eu Gwen Stacy avec voilà, celle-là, euh, avec son monde. On voit les Ouais. bateaux en mode papier, etc. Et après, je sais pas, vu qu'on sait qu'on aura un projet avec Spider-Punk, est-ce que ce sera sur le même Spider-Punk avec l'univers en papier? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs projets après en lien avec le Spider-Verse qui est en préparation, notamment un film Spider-Punk qui est actuellement en développement intensif, si on peut dire ça comme ça. Donc, faudra voir s'il développe ce Spider-Punk là dans son univers. Je pense qu'un film complet dans son univers ne va pas marcher du tout. Parce que le style d'animation est cool, genre sur 5-10 minutes de film, allez, mais Ouais. sur tout un film de plus d'1 heure et demie, je pense que ça peut être compliqué. Et justement, du coup, sur cette affiche, on y voit écrit Gonna save your dad. Donc, on peut supposer que à ce moment-là, Spider-Punk parle à Miles en lui disant on va aller sauver ton père. Et en vrai, c'est pas déconnant, puisqu'on sait que Miles va se retrouver dans l'univers de Spider-Punk. Mais bref, voilà, petite image plutôt sympathique. Ensuite, on a eu le droit à celle-ci qui est pour moi celle la plus intéressante. On y voit justement Jeff avec son frère, donc j'ai oublié son nom, Aaron Davis et Jeff Davis, Jefferson. Donc le père et l'oncle de Miles, mais cette fois-ci on les voit un petit peu plus jeunes avec des coupes un petit peu différentes. Et moi ce que je m'étais dit, c'est que justement dans l'univers du Miles Prowler, le père de Miles est décédé. Donc on peut imaginer que ça peut être un flashback de son univers où justement il raconte comment son père est mort. Je trouve que c'est la seule chose intéressante à raconter via un flashback et ces personnages un petit peu plus jeunes. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut être faite. Je sais que toi tu as une théorie un petit peu plus différente
concernant cette image. Mais en tout cas, moi, c'est la théorie que je me fais. Je pense que c'est un flashback où Miles Prowler raconte comment son père est mort. Et je pense que ça peut être vachement intéressant de voir la mort de son père. Toi, du coup, bon, l'image est belle. Je suppose que tu la trouves belle aussi. Mais du coup, quelle est ta théorie concernant du coup, cette image? Bah, moi, Et, vas-y. vas-y. Je me suis dit, bah après, on sait que début du film, non, je vais rien dire. Ouais. Bon, on sait que voilà, on sait qu'il y aura la Terre 42 à la fin du film, on est sur la Terre 42. L'araignée originale, etc. On connaît le film. Mais moi, je me suis dit que il pourrait avoir un voyage dans le temps. Et du coup, en fait, le voyage dans le temps va permettre je sais pas, d'essayer de sauver son père, etc. Je sais pas. Mais ouais, ça peut être très intéressant de faire un petit voyage dans le temps avec peut-être son variant. Ouais. Pour changer un peu les choses, etc. Mais ouais, moi, ma théorie, c'est que voilà, on aura peut-être un voyage dans le temps pour sauver tout ça. Je peux comprendre qu'on peut penser au voyage dans le temps à cause du synopsis. Donc, qui dit justement qu'il va voyager dans les confins de l'univers et du temps. Moi, je crois pas du tout au voyage dans le temps pour le coup. C'est peut-être une éventualité dans le film, peut-être qu'ils vont l'évoquer. S'ils le font, je trouve que ce serait extrêmement dommage parce qu'il y a déjà pas mal de choses à évoquer dans le projet. Il faut déjà que Miles arrive à s'en sortir dans l'univers 42, arrive à sortir son univers. On sait qu'il va traverser l'univers du Spider-Punk. Il faut toujours qu'il sauve son père. Va falloir qu'on ait des confrontations du coup avec la tâche. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Si en plus de ça, il rajoute le voyage dans le temps, donc va falloir créer la machine et tout, je trouve que c'est trop. Moi, je pense que justement, le fait qu'ils disent voyager dans les confins du temps et des univers, c'est tout simplement parce que tu sais, il y a des univers qui sont bloqués à une autre époque. Tu sais, ça veut pas forcément dire qu'ils vont voyager dans le temps, mais tu sais, il peut se retrouver dans son univers, par exemple, on est en 2024, et il y a peut-être que dans un autre univers, on est en 1980, tu vois, peut-être que l'univers de Spider-Punk, au final, ils sont pas en 2024, mais ils sont en 2014, tu vois. Donc moi, je pense que c'est plutôt dans cette direction qu'on va, par rapport à la déclaration qu'il y a dans le CM6, voyage du temps et des univers. Parce qu'on le sait qu'il y a des univers qui sont bloqués à des époques différentes. Je pense notamment à What If. On voit justement un univers qui est bloqué dans les années 1780, je crois. Donc je pense qu'on part plus là-dessus que dans le voyage dans le temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi, oui. Si on part sur du voyage dans le temps, je trouverais ça dommage et ce serait rajouter un truc supplémentaire qui ne serait pas forcément nécessaire. Ça peut être une éventualité dans le film, faudra voir. Si c'est le cas, faudra qu'il le développe bien. Et s'il le développe bien, bah pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y aura un voyage dans le temps. Après, est-ce que dans le film, après la confrontation avec son double Prowler, qu'on a déjà eu des images, est-ce qu'ils vont pas s'associer pour peut-être aider son père à pas mourir? Est-ce qu'ils vont trouver un truc important pour dire bah non, excuse-moi, mais moi je veux sauver mon père. Peut-être si on collabore tous les deux, peut-être je sais ça va pas réparer des choses. je sais pas s'ils collaboreront. Parce qu'à la fin du film, il lui dit justement que son père à lui est en danger, qu'il veut absolument le sauver. Et il lui répond, le Miles Prowler, il lui dit moi j'en ai rien à faire, mon père est mort, donc pourquoi que le tien ne serait pas. Mais peut-être s'il lui montre l'amour du multivers. Ah oui, c'est vrai qu'il n'en a qu'un. Ouais. Du coup, ouais. Donc faudra voir comment ce sera développé. Peut-être qu'il y aura du voyage dans le temps. Mais j'ai du mal à y croire à l'heure actuelle. Voilà. Je pense plus qu'on partira sur le fait qu'un univers en particulier est bloqué à une autre époque. Oui. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'ils disent aux confins de l'univers et du temps. S'ils font du voyage dans le temps, faudra qu'ils le développent bien. Qu'ils le développent même très bien. Parce qu'il y a déjà pas mal de choses à évoquer dans ce projet. Mais si c'est bien développé et qu'il y a réellement du voyage dans le temps, bah s'ils le développent bien, tant mieux. S'il n'y a pas de voyage dans le temps, je dirais que c'est encore plus tant mieux, parce qu'il y a déjà pas mal de choses à évoquer. Mais ta théorie peut se tenir. Donc faudra voir ce qu'ils nous proposeront au niveau de tout ça. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le projet Beyond the Spider-Verse? Non, là, on va juste patienter, peut-être avoir une petite scène qu'on a eu à chaque fois, une petite scène cinématique qu'on a eu à chaque projet. Pourquoi pas à la sortie de Spider-Man Brand New Day, Ouais, ferait la pendant à Nancy aussi. Peut-être à Annecy aussi, mais je pense qu'à Annecy, ils verront la séquence d'intro qu'ils ont vue à la CinemaCon. Parce que je sais qu'ils avaient fait ça pour Across the Spider-Verse. Je sais que notamment Mathéo y avait été et avait pu voir la séquence d'intro donc dans l'univers de Gwen. Donc faudra voir s'ils refont pareil à Annecy cette année. Sachant que par contre, il y a tu voulais dire quoi? Non, j'ai dit pourquoi pas.
Sachant qu'il y a une mauvaise nouvelle concernant la France pour le film Beyond the Spider-Verse, puisque le film est prévu pour le 18 juin 2027, date US. Mais sachez que nous, en France, nous l'aurons après le reste du monde, puisque dans le monde entier, il sortira le 18 juin, et nous l'aurons le 23 juin. Alors, j'en ai fait une vidéo. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, mais oui, bah, ça me paraît logique que ça sorte après les US, puisque c'est un film américain. » Sauf que ça ne marche pas comme ça habituellement les films. Les films sortent le mercredi avant les États-Unis. Donc en toute logique, il aurait dû sortir 2 jours avant, donc le 16 juin, puisque chez nous en France, ça sort le mercredi, et aux États-Unis le vendredi. C'est tout le temps comme ça concernant les films, sauf certaines exceptions où des fois ça sort bien plus tard en France. Mais en globalité, pour des grosses productions comme celle-ci, en France, ça sort toujours 2 jours avant. Et il y a des gens qui m'ont dit aussi « Ouais, mais ça va, 5 jours, c'est pas la mort. » Vous avez vu ce qui s'est passé autour de Mario Galaxy, le film ? Le film est sorti le mercredi 1er avril, à 10h du matin. 10h du matin. Je me suis réveillé, il y avait déjà des spoils concernant le film, des gens qui avaient filmé et qui avaient publié des trucs sur TikTok et tout. Donc vous imaginez, pour Beyond the Spider-Verse, nous aurons tout le film le jour de la sortie. En fait, le 18 juin. Donc il faudra faire très attention à ne pas être spoilé. 5 jours, c'est énorme pour pas être spoilé, donc 5 jours à se couper des réseaux. Ça va être très très long. En croisant les doigts, pour que d'ici là, la date française change et sorte le 16 juin. Je croise les doigts. Après, je vais revenir sur ça aussi. Je me rappelle, je me rappelle que pour Thor Love and Thunder, on a eu la même chose. Ouais. Et le film est sorti après tout le monde que chez nous. Après, est-ce qu'on pourrait pas avoir une exception d'avoir des avant-premières chez nous en France le vendredi 18? Ah oui, c'est une possibilité qu'on ait des On pourrait avoir des avant-premières. avant-premières. C'est vrai qu'on pourrait Pour avoir ceux qui des veulent pas se faire avant-premières. spoil. J'aimerais bien. Parce que Pour je me le rappelle coup, que pour Venom, Last Big Carnage et Thor Love and Thunder, ils ont fait ça Oui. après la sortie des autres. C'est vrai. J'espère qu'ils feront ça en vrai. Moi, je fonce. Dès que la billetterie est ouverte, je Oui, fonce c'est parce sûr, que c'est sûr. ça me ferait chier d'être spoilé ce film, un film que j'attends énormément. Mais voilà, bref. En tout cas, on en a fini au niveau des actualités qu'on avait à évoquer aujourd'hui. On est déjà à 1h15 d'émission, ce qui est déjà 30 minutes de plus que la dernière fois. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va passer au trailer. C'est une catastrophe, je suis confus, je me suis encore trompé de scène. Mais bref, du coup, les trailers, puisqu'il y en a eu énormément, on va évoquer 6 trailers en tout aujourd'hui. Je suis encore confus pour la scène, faut vraiment que je m'y fasse, parce que du coup, sur mon stream deck, il y a tout qui est au même endroit. Et je me suis trompé de scène, j'en suis confus, 2 fois de suite. Mais du coup, on va parler des différents trailers qui sont sortis ce dernier mois. Donc des plus gros, on va pas tout évoquer, je pense notamment à du Hunger Games qui était présent, je n'ai pas pu le mettre. Parce qu'on avait déjà pas mal de choses à évoquer. Du Spider-Man Brand New Day, on l'a évoqué juste avant parce que je voulais pas le mettre à la fin. Pareil pour le Punisher. Bref, il y a pas mal de trailers qui ne sont pas présents dans la catégorie des trailers aujourd'hui. Parce qu'il y en a eu énormément qui sont sortis. Donc j'en suis confus pour ceux qui sont un petit peu dégoûtés. Mais on va revenir du coup sur The Mandalorian et Grogu. Donc prochain film de l'univers Star Wars à sortir au cinéma depuis 2019. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu de projet Star Wars au cinéma. Et en voici le premier, ça sort le 20 mai en France. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce nouveau trailer et ce trailer final du coup pour The Mandalorian et Grogu? Moi, il me hype encore plus. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me rappelle que moi, l'année dernière, j'étais un peu pas hypé. Je me suis dit, ouais, bon, un film sur Mandalorian, pourquoi pas. Mais là, le truc, c'est que plus qu'on approche de la date qui arrive, plus que je suis encore plus hypé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ouais, moi, j'adore Star Wars et que d'avoir un film Star Wars depuis après 2019, après le dernier film Star Wars, franchement, je suis très hypé. Après, je sais qu'à la CinemaCon, ils ont eu les premières minutes du film, Ok. les 10 premières minutes. De toute façon, moi, j'ai fait une descriptive, je sais à quoi ça va ressembler, mais après, voilà. Mais ouais, pourquoi moi, j'ai très, très hâte. Si vous voulez savoir, c'est que sur Pathé, les cinémas Pathé, vous pouvez déjà réserver votre séance de cinéma dès maintenant. Donc voilà. Mais ouais, ça peut être très intéressant et j'ai très hâte. Voilà. Alors moi j'avoue que bon Star Wars, pour ceux qui me suivent, vous savez, c'est pas mon univers préféré, je suis pas un très grand fan, j'apprécie regarder les différents programmes et d'ailleurs vous avez tous les lundis les réactions à Maul Shadowlord qui est une très bonne série par ailleurs. Je peux que vous conseiller d'aller la voir, série d'animation Star Wars. Mais j'apprécie les regarder. Je suis pas un très grand fan, je connais pas tout, j'ai pas toutes les références, mais j'apprécie regarder les différents programmes. J'avoue que ce film de Mandalorian et Grogu me hypait pas du tout. Déjà on a eu un premier trailer l'an dernier qui était sorti ultra tôt. Je l'avais pas aimé. On a eu un second trailer qui était un petit peu mieux que le précédent, mais que j'avais pas spécialement apprécié non plus. Et en plus, visuellement, il y avait des plans qui étaient pas spécialement beaux.
je trouvais. Et là, on a eu ce trailer final lors de la CinemaCon. Pépite. J'attends énormément ce projet. Parce que visuellement, ça a l'air d'être bien plus quali pour le coup. Je trouve qu'il y a eu un meilleur travail de fait. En tout cas, peut-être qu'ils ont caché des plans qui étaient pas beaux. Ils ont montré les plus beaux plans. C'est une possibilité aussi. Par exemple, le premier plan avec Grogu, magnifique. Ouais. Mais ouais, on a des très beaux plans. Visuellement, ça a l'air plutôt quali. Honnêtement, je suis très hype. Et ce qui m'a encore plus hypé dans le trailer, c'est pas spécialement les images, mais c'est la musique. Et vous allez me prendre pour un zinzin. Vous allez me dire, mais t'es complètement débile de faire ça. J'en ai rien à faire. Sachez qu'il y a des moments, des fois, je m'ennuie, j'ai pas grand chose à faire chez moi. Je mets le trailer de The Mandalorian et Grogu, je me fous comme ça, je ferme les yeux, j'écoute, je kiffe. Les gars, la musique de ce trailer est exceptionnelle, elle m'en fout des frissons, et je pense que c'est ce qui a le plus marché pour moi dans ce trailer. La musique, au début, on a le thème de Dark Vador, ensuite ça s'enchaîne sur le plan, en tout cas la musique qu'on connaît bien de Star Wars, pas la musique principale, mais un autre thème qui revient assez récurremment dans l'univers de Star Wars. En plus, on a après une musique originale qui est exceptionnelle, qui se mélange à la musique de The Mandalorian et Grogu, et à la toute fin du trailer, on a la musique, le thème principal de The Mandalorian. C'est exceptionnel. J'espère qu'ils auront des musiques aussi quali dans le film, sachant que je sais pas qui fait les musiques du projet. Par contre, scénaristiquement, je sais pas où ça va. Toi, tu connais le synopsis du film ou pas du tout? Non. Parce que Non, mais le seul truc que je sais, c'est qu'à un moment donné, bah, Mandalorian et Grogu vont se séparer parce que là, je viens juste de faire un petit truc, c'est qu'en fait, bah, malheureusement, Din Djarin va se faire capturer par le chasseur de primes qui a été demandé par les jumeaux Hutt. Et moi, d'après ma théorie, c'est qu'en fait, on verra beaucoup plus de Grogu dans le film. Et en fait, Grogu va essayer de sauver Din Djarin pour sauver Din Djarin. Voilà. ok. Avec les petites créatures, je sais plus, on les a vues dans Star Wars 9, mais je sais Ouais, plus comment ils s'appellent. je sais plus non plus. Mais j'avoue que niveau du scénario, je sais pas spécialement où on va avec ce film. Parce qu'au début du trailer, on l'entend dire oui, moi je chasse que des anciens pas de la République, mais de l'Empire. Ensuite, on passe sur un arc narratif avec les Hutt, du coup. On va passer à un autre arc narratif du coup avec le chasseur de primes et Embo. On sait que les personnages vont être séparés. On sait qu'il va y avoir tout un arc aussi avec Zeb. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses autour du projet, sachant que le film dure 2h12, donc c'est pas spécialement très très long. Donc il faudra voir où on va avec ce projet. Et c'est vrai que l'une des plus grandes craintes que j'ai, et d'ailleurs j'ai pu l'évoquer notamment avec Marvel Cineverse de la team 100% Marvel aussi, qui est un très grand fan de Star Wars, j'ai un peu peur, et lui aussi a un peu peur là-dessus, c'est le fait qu'on ait peut-être trop de hop, on va prendre un contrat, on va faire le contrat, on va aller chercher un autre contrat, on va faire un autre contrat. Parce que là, du coup, là, vous le voyez, il y a toute une scène avec l'Empire. Bref, il y a l'air d'y avoir pas mal de choses, et j'ai peur qu'on ait dans ce film une succession de contrats qui va être remplie par Grogu et The Mandalorian. Et si c'est le cas, je serais très déçu. Alors moi, je pense qu'en fait, le côté Empire, on le verra qu'au début du film. On le verra qu'au début du film, et après, je pense que tout au long du film, ça va se concentrer sur les Hutt. Parce qu'on sait que, je pense que Rota le Hutt sera vraiment aussi l'un des personnages pas un peu plus principaux, mais un des personnages principaux, parce qu'on met beaucoup l'accent sur Rota. Je sais pas si ce film sera un personnage central, honnêtement. Je pense qu'il aura un petit rôle, hein, parce que Rota, on le voit genre vite fait dans les différents trailers, hein, et c'est toujours les mêmes scènes où on le voit. Donc je sais pas s'il aura vraiment un rôle principal, un rôle majeur. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera vraiment la quête des Hutt qu'on aura dans ce film. Dans tous les cas, je pense. J'espère qu'on va se diriger sur une seule et même trame narrative plutôt que de voir justement Mando et Grogu remplir une succession de contrats. Je serais très déçu de ça, et j'ai l'impression qu'on se dirige. J'ai l'impression quand même qu'on se dirige là-dessus. Hein. J'ai un peu peur de ça. Faudra voir, faudra voir ce que va raconter ce film de Mandalorian et Grogu. Mais en tout cas, ce trailer me hype plutôt pas mal. Est-ce que tu as autre chose à dire du coup sur The Mandalorian et Grogu et sur ce trailer? Pas grand-chose. Parce qu'on... Non, rien, en fait, non. Ça marche. Bah écoutez, sachez que le film est réalisé par Jon Favreau et sortira donc le 20 mai prochain, donc dans pas si longtemps que ça, dans un tout petit peu moins d'un mois. Ensuite, on va évoquer donc L'île oubliée. Alors je sais que c'est pas spécialement un film ultra attendu
pour le coup. Mais moi, je l'attends énormément. Et je voulais mettre un petit peu de films d'animation dans cette catégorie, puisque du coup, on a eu le prochain film de DreamWorks qui s'est dévoilé. Alors, on le savait qu'un nouveau film était en développement et qui sortirait cette année. Et du coup, il se nomme L'île oubliée. Et en plus, celui-ci sera réalisé par les réalisateurs du Chapeauté 2. Donc, honnêtement, là-dessus, je suis très très content. Par contre, mauvaise nouvelle. Pareil, le film est daté pour le 21 octobre au cinéma en France. Mais par contre, aux US, il me semble que c'est le 20 septembre que ça sort. Donc on va avoir le droit au film un mois après. Sachant qu'on a eu des premiers retours concernant le film, puisque le film a pu être montré dans une version préliminaire lors de la CinemaCon. Et les premiers retours sont très très positifs. Disons que le film est vraiment époustouflant visuellement et que l'histoire, l'intrigue était vraiment très intéressante. Donc j'ai assez hâte de voir ce que va nous proposer ce L'île oubliée. Et c'est vrai que quand on voit le trailer, je le trouve visuellement genre vraiment magnifique et le concept a l'air plutôt intéressant. Donc au niveau du concept, on y retrouvera donc ces deux meilleurs amis qui vont se retrouver sur une île complètement oubliée, d'où le titre du film L'île oubliée. Mais ça va pas que là, c'est parce qu'en fait plus les personnages restent longtemps sur l'île, plus ils vont s'oublier mutuellement, plus ils vont oublier les souvenirs de l'une et l'autre. Donc ça va être plutôt intéressant, donc ils vont devoir s'échapper au plus vite de cette île, trouver une solution pour en sortir avant d'oublier totalement son ami. Bref, en tout cas, ça peut être vachement intéressant. Je sais pas ce que toi tu en penses du coup de ce film et du concept. Bah, ouais, le truc, c'est que moi, je sais que la bande-annonce m'a pas trop hypé Mhm. de mon côté. Mais vu le retour de la Cinémacom, comme tu l'as dit, pourquoi pas. Et aussi par le réalisateur du Chapeauté 2 que moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais ouais, à voir. De toute façon, je donnerai mon avis après avoir vu le film. Mais ouais, à voir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai un peu la crainte, c'est que de temps en temps, DreamWorks nous sort un peu des films un peu Pour enfants, ouais. enfantins, avec Ruby Lado Kraken, Dogman. Et j'ai un peu moins confiance avec ce côté DreamWorks ce temps-ci. Après, à voir. Ça peut être une bonne surprise après. Je dis pas que ça peut être une mauvaise surprise ou une bonne surprise. Après, en toute honnêteté, si le film était enfantin, à la CinemaCon, ça aurait ressorti. Et les retours seraient pas aussi bons. Donc je pense qu'on Ok. se dirige vraiment sur un film. Bon, ce sera pas pour les adultes, mais plus tout public, tu vois. Ouais. Donc honnêtement, j'ai très hâte et l'histoire a l'air vraiment intéressante. Ça peut être vachement sympathique. Et puis visuellement, on peut le voir. Genre vraiment, j'ai l'impression que ça adopte plusieurs styles d'animation différentes. Je trouve ça vraiment sublime visuellement. J'ai trop hâte de voir ce que va nous proposer. Déjà, rien que ce plan-là, je suis. Merde, non! Je vous ai spoilé la suite. Décidément, j'arrive à rien aujourd'hui. Mais bah, hé! Je peux mettre le trailer en pause ou je vais me faire enculer au bout d'un moment? Faut le dire. Mais on a des plans vraiment sublimes, je pense notamment là avec le contre-jour, on y voit la plage et le soleil derrière nos personnages, là ce plan-là, que je trouve très très beau déjà. Puis ensuite on a tous les plans sur l'île oubliée, que je trouve magnifiques et qui changent un peu visuellement en termes de style d'animation, je trouve. Mais voilà, en tout cas ça a l'air vraiment visuellement très très beau et l'histoire peut être intéressante. Donc rendez-vous le 21 octobre au cinéma, donc dans quelques mois maintenant. Ensuite, bon, vous l'avez vu, on va parler d'une troisième partie. Et bordel, ça a l'air exceptionnel. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau trailer, enfin de ce premier trailer concernant Dune 3? Le seul truc que je retiens dans ce trailer, c'est la musique. La musique. Voilà, J'avoue c'est que, épique. j'avoue que ce matin, du coup, en finissant de préparer l'émission, du coup, bah, j'ai été choper le trailer. Du coup, j'ai réécouté et c'est vrai que la musique m'a refoutu des frissons. La musique est exceptionnelle. Ouais. C'est pas un trailer qu'on dévoile énormément pour le coup, mais qui donne plutôt envie. Pour le coup, j'ai pas énormément de choses à dire sur le projet, si ce n'est que du coup, Denis Villeneuve a dit pas mal de choses sur le film. Donc déjà, oui, c'est Denis Villeneuve qui revient à la réal, ça fait plaisir pour ce troisième et dernier opus de cette trilogie Dune, puisque visiblement Warner voudrait quand même développer d'autres films Dune par la suite, mais ce ne sera pas réalisé par Denis Villeneuve, c'est vraiment le dernier film de Denis Villeneuve. Sur toutes les affiches du film, il y a aussi écrit la conclusion épique. Donc visiblement, ça promet d'être épique. Si ça ne l'est pas, je serai déçu. Si ça ne l'est pas, je serai déçu. Déjà, le jour sera épique, déjà le jour. Mais oui, c'est oh, putain, oui, la journée de la sortie de ce film va être exceptionnelle, avec du Avengers Doomsday juste en face. Sachant que le film se déroulera donc 17 ans après Dune 2. Donc ça, ok. Et le réal, donc Denis Villeneuve, a déclaré que Dune 3 est un thriller avec beaucoup plus d'émotions que dans les précédents films. Donc ça promet d'être plutôt intéressant. Sachant qu'on peut le voir dans le trailer, on le sait, à la fin de Dune 2, Paul Atreides lance une guerre sainte
Et justement, j'avais un peu peur de cette crainte, puisqu'on savait que le film se déroulerait bien plus tard par rapport aux événements du second opus. Et visiblement, avec ce plan-là, on peut voir qu'on va avoir justement des scènes où on voit justement cette dite guerre sainte. Donc ça va être plutôt sympathique, ça promet de belles séquences d'action en tout cas. Et on a l'air d'avoir un peu plus de séquences aussi se déroulant dans l'espace par rapport au précédent film. Donc ça peut être plutôt sympathique, sachant que là c'est pas une scène qui se passe sur Arrakis honnêtement. Là pour le coup, pour moi ça se passe pas sur Arrakis à toute cette scène là. Donc on a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur le trailer ou pas du tout? Bah, pas grand-chose parce que vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choses, mises Mm. sous la dent pour l'instant, or que la musique est juste exceptionnelle. En fait, le truc, Mm. c'est que quand j'ai vu la bande annonce, bah, après je commençais le travail. Pour me motiver, je mettais la musique dans ma tête et Je ça comprends. allait beaucoup mieux. Je comprends. Sachant que le casting est juste fou, encore une fois, pour ce film. Ouais. On parle de Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Jason Momoa. On parle de Florence Pugh. En Qui on plus, a d'autres? Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Rebecca Ferguson. Bref, casting de fou furieux. J'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer avec ce film. il y avait une ref comme quoi, en fait, bah, c'est Zendaya qui a demandé à je sais pas, ou c'est Zendaya qui a demandé au réalisateur de Robert Pattinson de mettre dans le film a fait avec, le film The Drama. Ah, Il y avait une interview. j'ai pas du tout vu cette interview du coup. C'est vrai, Mais c'était dans The Quotidien où les 2 acteurs sont venus, ils ont parlé un peu, comme de quoi, en Dune fait, 3. bah, les 2 acteurs arrivent dans Dune et cetera. Ça marche. Mais en tout cas, voilà, ça promet d'être épique, ça promet d'être émotionnel aussi, d'après ce que Denis Villeneuve nous dit. Donc en tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir cette troisième partie de Dune le 16 décembre 2026 dans les salles de cinéma françaises. Ensuite, on reste du côté de Warner, mais cette fois-ci dans le super-héroïque, puisqu'on va parler de Supergirl, prochain film de l'univers DC Studios de James Gunn. Ce film-là n'est par contre pas réalisé par James Gunn, mais par Craig Gillespie, à qui nous devons le film Cruella, avec au casting notamment Millie Alcock et Jason Momoa, avec un trailer qui donne, ma foi, plutôt envie. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce trailer? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, peut-être le film rend un peu plus, le film un peu émotionnel, genre un peu plus triste. On sait qu'en fait, bah, l'intrigue principale, ce sera un peu plus, pour sauver Crypto. C'est ça. Puisqu'en fait, le truc, c'est que le chef, des crânes, non pas des crânes rouges, des montagnes, je sais plus comment ça s'appelle, Je sais plus comment il le se clan nomme. des méchants. Mm. Mais dans tout le film, il va essayer de sauver, Crypto. Après, à voir, ça peut être, très cool. Mais, le truc, c'est que j'ai un peu peur de dire qu'en fait, c'est un film vraiment pour sauver Crypto, en fait. Je sais pas. C'est vrai que c'est un peu dommage si tout le scénario tourne autour de la rescousse de Crypto. Je pense pas que ce sera que ça, Oui. puisqu'on a aussi tout cet aspect de vengeance lié au personnage avec lequel va s'allier notamment Supergirl. Je pense notamment au personnage qu'on voit juste là, puisque ce personnage-ci a vu sa famille se faire démolir par justement le méchant du film qui est Crane, je crois, je sais plus comment il se nomme, je crois que c'est une connerie du genre. Donc on Ouais, voit Crème. notamment juste là. Il y a des plans Ouais, qui sont c'est Vas-y. Crème des collines d'Ogre. Ok. Mais du coup, voilà, sa famille est totalement massacrée, donc elle va chercher à se venger. On sait aussi que Supergirl, donc Kara Zor-El, va être à la recherche de Kryptoniens qui auraient pu survivre à la destruction de Krypton. Et ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant à développer dans le film. D'ailleurs, on voit quelques Mmh. scènes se déroulant dans Krypton. Donc ça, je suis plutôt content. En globalité, je trouve que le film est visuellement plutôt beau, sauf sur le plan que vous voyez juste là. J'avoue que le plan ici, je le trouve qui fait très fake et qui est pas spécialement beau. Mais sinon, Mmh. en globalité, il est plutôt beau le film, en tout cas de ce que nous montre le trailer. La musique aussi est très très cool dans ce trailer. On nous montre du coup, oui, un aspect beaucoup plus émotionnel aussi dans ce trailer-ci que dans le premier. Et visiblement, le personnage de Kara Zor-El, donc Supergirl, risque d'être aussi de son côté, comment dire, empoisonné, puisqu'on la voit à un moment donné assez mal en point. Je pense notamment à cette scène-là. Et regarde, on voit ses veines justement ressortir là. Ouais. Donc je pense que le personnage de Supergirl va aller à la fois à la rescousse de Crypto, donc essayer d'aller trouver un remède, mais aussi de pouvoir se sauver elle, puisque visiblement elle va être empoisonnée aussi. Donc ça peut être intéressant, il va y avoir une histoire de vengeance, de recherche de famille, sachant qu'on a Lobo aussi qui fait partie du projet. Moi honnêtement je suis ultra hype par ce projet. En tout cas ce trailer me donne bien plus envie que le premier. Le premier était sympa, ça me plaisait.
Mais sans plus. Là, j'avoue que ce deuxième trailer, en plus, nous montre un petit peu plus le personnage en action, utilisant un petit peu plus ses pouvoirs. Je pense notamment à des scènes où on la voit utiliser ses lasers sortir de ses yeux. Donc ça promet Mm. d'être plutôt sympathique au niveau de ça. Mais voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Supergirl? Par exemple, j'ai un peu l'imagination comme quoi le film va commencer vraiment par la destruction de Krypto et comment elle a fait pour survivre du Krypton avec la rencontre de Krypto. Hmm. Et aussi, j'ai l'impression que dans la bande-annonce, bon, on sait que Lobo, c'est un méchant principal de Superman ou peut-être de Supergirl, mais on voit qu'en fait, je sais pas, à un moment donné, on dirait qu'ils sont un peu amis, Lobo et Supergirl, ils boivent un truc ensemble, ils boivent un coup ensemble, je sais pas. C'est vrai qu'ils ont l'air de faire équipe à des moments. Décidément, je vais pas y arriver. Ouais, là, à ce Euh, moment-là. Mais oui, ils ont l'air de faire équipe à certains moments. Je pense notamment du coup à cette scène d'action. Mais ouais, ça peut être plutôt intéressant. Ça peut être plutôt Mmh. intéressant. Et puis le look de Lobo est plutôt sympathique aussi. Je le trouve plutôt bien Et foutu. le seul truc que j'ai hâte de voir dans ce film, c'est le côté un peu émotionnel. Ça peut être très classe, le côté Mm. émotionnel. Mais voilà, là on va le voir un petit peu plus en action, justement, le personnage de Lobo. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que le look de Lobo est plutôt cool. Moi j'aime bien. Mais bref, voilà. Sachant que la petite mauvaise nouvelle, c'est que ce film aussi sortira une semaine après les US, puisque aux US il est prévu pour le 28 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et chez nous, il sortira donc le 1er juillet. Ah bah non, c'est écrit juste en dessous, c'est le 26 26. juin. 26 juin aux US. Et puis chez nous, ce sera le 1er juillet. Donc petite mauvaise nouvelle. Après, honnêtement, je pense pas me faire spoil par ce film, puisqu'il est pas dans mes feeds, moi, pour le coup. J'ai juste été choper les trailers sur YouTube. À Donc voir si on aura des voilà. infos en première le vendredi. Je sais pas. C'est vrai que ça peut être une possibilité, comme ça pourrait être le cas pour Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Mais voilà, je suis très très chaud pour ce prochain film Supergirl. Et honnêtement, cette année, DC va nous proposer pas mal de projets, puisque déjà, nous aurons Supergirl au mois de juillet en France. Ensuite, au mois d'août, on va enchaîner avec du Lanterns, qui peut être vachement sympathique. Et ensuite, on va passer encore une fois au cinéma, mais cette fois-ci en octobre, pour découvrir le film Clayface. Alors, avant de parler du trailer, je tiens à préciser qu'il est réalisé par James Watkins, à qui l'on doit le film Speak No Evil, sorti en 2024, si je ne dis pas de bêtises, avec notamment James McAvoy. Et ce film Clayface, du coup, sera avec Tom Rizaris, qui sera donc le rôle principal de ce projet. Et James Gunn a déclaré certaines choses suite au trailer, à la sortie du trailer. Il a déclaré que c'était bel et bien un film d'horreur et non un film de super-héros horrifique. Donc c'est vraiment un film d'horreur. Faut pas s'attendre à un film où il peut y avoir des combats ultra épiques et tout, un peu comme on peut avoir entre guillemets avec Venom et l'univers de Sony. On n'aura pas des anti-héros. Là, c'est vraiment un film d'horreur. Voilà, ça a été déclaré par James Gunn. C'est pas un film Mmh. horrifique, mais bel et bien un film d'horreur. Donc voilà, ça peut être vachement cool, sachant que la sortie est prévue pour le 21 octobre. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du coup de ce premier teaser pour Clayface? Bah, vu que moi, c'est le projet que j'attends le plus Mm. de cet univers de DC, parce que franchement, le côté film d'horreur me hype le plus. Franchement, c'est vrai, c'est plus le côté horreur Mm. qui me hype le plus. Parce que d'avoir un film d'horreur dans un univers DC, ça peut être très intéressant. En plus, on sait que dernièrement, bah, James Gunn il a confirmé comme quoi le film se passerait avant Superman. Oui. Bah honnêtement, c'est pas déconnant puisque on l'avait évoqué, je crois, en off tous les deux. Mm, Clayface, c'est un personnage qu'on voit déjà dans la série Créature Commando. tout à fait. Et du coup, on peut supposer que bah, ça se passe bien avant. Et du coup, peut-être que ça se passe dans le début des années 2000 ou peut-être 2010, une connerie du genre. Je sais pas quelle est Mm. la période dessus. Mais ouais, ça peut être Et sympa. là, le truc, ce qu'ils comprennent, c'est que faire un film sur un T'inquiète. méchant et d'un côté film d'horreur, c'est très bien choisi. Mm. Parce que je pense qu'ils auraient dû faire comme ça aussi pour Venom, mais après, voilà, faire un film d'horreur sur Venom, parce que voilà, mais voilà, là, on parle de Clayface, mais voilà, franchement, j'ai hâte parce que le truc, c'est que c'est vrai qu'on s'attendait pas trop à un film Clayface. C'est vrai. Est-ce qu'il y a 2 ans ou 1 an, on se dit: «Bah, tiens, on aura un film sur Clayface»? Non, Mm. mais là, pourquoi pas? Par contre, ce qui dérange certaines personnes, c'est qu'on ait un film Clayface, du coup, se déroulant à Gotham, avant même la sortie d'un film Oui, ça, c'est Batman. sûr. Je peux comprendre que ça frustre. Et honnêtement, moi, ça me gêne pas, étant donné. Au début, ça me gênait un peu. Je crois que je te l'avais dit d'ailleurs. Mais j'avoue qu'à l'heure actuelle, je me dis, bon, en vrai, c'est pas. Ça me gêne pas. Euh, Parce qu'en soi, ce sera un film qui a un ton totalement différent et vraiment un film d'horreur. Donc voilà, ça Après va je être très différent. après je me dis, vu que le film se passe, avant Superman, est-ce que, le film pourrait se passer en même temps que Batman se prépare à être Batman, quoi? Bruce Banner.
C'est, Faut- ça peut être une Bruce Wayne. possibilité. Ça peut être une possibilité. Pourquoi pas? Pourquoi Peut-être il pas? sera avec, par exemple, on sait que je sais pas s'ils vont adapter que ça, chez, DC Studios. Est-ce que l'origine de Batman serait avec, Ra's al Ghul? Mmh. Peut-être, il sera pas à Gotham, il sera plus dans le domaine avec Ra's al Ghul, pour s'entraîner. À voir, je sais pas, mais peut-être ça peut être comme ça. Peut-être on n'a pas de Batman parce que ça se passe avant. Et je pense pas qu'on verra Batman ou un Bruce Wayne dans ce film, mais je pense qu'il sera évoqué, tu sais. Peut-être qu'on Oui, dans verra un une journal. peut-être qu'on verra ouais, un journal ou une interview, tu sais, à la télé, tu sais, où justement ils évoquent Et la famille Wayne, je sais pas quoi, ça peut être et intéressant. aussi dans le film, on a un petit cirque. Bon après, c'est une théorie que je donne. Mmh. On a un petit cirque, on voit un clown. Après, il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit quand j'ai dit dans ma vidéo réaction, ça peut être lien, avec le Joker, mais aussi, c'est lié à un cirque. Du coup, on peut aussi, mettre, petite référence au Robin Mmh. de Batman. Mais j'y crois pas spécialement, c'est possible, mais je pense que c'est juste un plan Oui, un petit qui est ref, là une pour, petite référence, je voilà. pense. Il parle notamment de ce plan-ci, sachant qu'on voit pas, tu sais, il y aurait écrit Grayson à un endroit ou tu sais un grand J quelque Oui, part, je dis pas. Mais là, il y a vraiment rien, donc je pense pas que ce soit lié à un de ces deux personnages. et Peut-être que aussi, c'est une possibilité, hein. moi, j'ai fait une vidéo à propos, ben, dans les photos de tournage, on a eu quelques références à différents méchants de l'univers Batman comme le Joker, Black Mask et le Pingouin qui font lier, à propos de son du bar du Pingouin, Hmm. des trucs du Joker et cetera. Du coup, ils sont bien confirmés dans l'univers, mais on les verra pas. C'est juste des références, liées à des journals et cetera. Ok, très bien. Voilà. Sachant qu'au niveau de l'histoire, du coup, on y suivra donc ce personnage, excusez-moi, je n'ai plus son nom, qui est un acteur qui est en déclin, si je ne me trompe pas, et qui un jour va se faire complètement défigurer. Et afin de pouvoir retrouver sa popularité dans le temps et son visage normal, il va suivre pas mal de. Comment dire, il va faire pas mal de chirurgie qui ne fonctionne pas spécialement. Et ensuite, du coup, il va décider d'aller suivre une expérience, en tout cas d'aller faire de la chirurgie un petit peu expérimentale, si on peut dire ça. Mmh. Mais au début, tout cela fonctionne, il retrouve son visage normal, tout va bien, mais petit à petit, tout va dégringoler et tout va dégénérer, et il va petit à petit se transformer en une créature d'argile. Donc ça peut être vraiment sympathique, ce côté body horror qui peut être vraiment cool, on le voit très bien dans ce projet. Et je trouve Mmh. que visuellement, ils arrivent à faire un truc plutôt quali. Alors, faudra voir aussi sur l'extension des membres et sur ses capacités, qu'on peut voir notamment à un moment donné sur une ombre. Faudra voir si on le voit de face utiliser ses capacités ou si on le voit qu'en ombre, ce serait un petit peu dommage. Mais Ouais, ce faudra serait un voir peu si on dommage. le voit de face, comment ils vont rendre ça visuellement plutôt joli. Moi, je pense que ce sera pas très très beau si on le voit de face, mais à voir comment cela donnera. Mais, je me demande comment ils vont faire pour le côté horreur, en fait? Est-ce qu'il y aura des jumpscares ou juste quand ils parlent d'horreur, est-ce que ça va parler de jumpscares ou ça va parler de Je gore? Je pense qu'on aura un ou deux jumpscares à un moment donné, mais Mmh. je pense que ce sera principalement gore, puisqu'il est vendu comme un film de body horror. Donc, Ouais. c'est-à-dire le corps qui se transforme et qui a des, comment dire, des choses dégoûtantes au fur et à mesure qui se métamorphent. Je Mmh. pense notamment à The Substance, qu'il avait bien fait, à aussi, comment ça s'appelait, Together, et enfin, plus anciennement au film La Mouche, qui était Mmh. terrifiant. Je l'avais vu étant petit, j'ai été traumatisé toute ma vie. Mmh. Mais, mais voilà, en tout cas, on se dirige vers un body horror. Et pour le coup, mis à part qu'on sait qu'on suivra un acteur en déclin et qui va se faire une chirurgie expérimentale après s'être défiguré, on ne sait rien d'autre du scénario. Moi, ce que je suppose, c'est que du coup, vu qu'il va développer des capacités et qu'à cause d'eux, il va se transformer, entre guillemets, en cette créature, qu'il va tout simplement vouloir se venger des personnes qui Mmh. l'ont défiguré. Et je pense du coup qu'on y suivra ce personnage, essayant de rechercher les personnes qui l'ont attaqué et défiguré afin de se venger. Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur ce trailer? Juste, j'espère que, bah, on sait que les capacités de Gunnar-J, c'est de se transformer en différentes personnes. Mm. Est-ce que dans le film, ils vont essayer de, bah, le faire ses pouvoirs, genre de se transformer en n'importe qui? Parce qu'on sait que, voilà, c'est un personnage qui peut se transformer en différentes personnes, Mm. comme un non, pas Si, comme un comme un caméléon, mais caméléon, mais si, ouais, oui, comme un caméléon dans l'univers de Marvel, il arrive à se transformer en certaines ouais, personnes. Donc, faudra voir s'il utilise ses capacités de métamorphe aussi, faudra ouais. voir.
Pour l'instant, on n'a qu'un petit teaser qui nous montre un petit peu l'ambiance du film qui a l'air totalement réussi et totalement effrayante. Donc rendez-vous le 21 octobre au cinéma en France. Et pour conclure, on va passer sur Spider-Noir. Qui s'est vu offrir pas mal de nouvelles affiches ces dernières semaines et du coup un trailer ce matin. Donc il dévoile pas mal de nouvelles choses. Alors là je vous ai mis le trailer en noir et blanc, il y a aussi le trailer version couleur qui est sorti puisque cette série sortira le 27 mai sur Prime Video, même si aux États-Unis ça sort le 25 mai sur une autre plateforme, je crois que c'est MGM+, en tout cas en ce qui concerne le premier épisode. Mais voilà, en tout cas, ça sortira le 27 mai sur Prime Video avec tous les épisodes d'un coup et vous aurez le droit de la regarder en 2 versions différentes selon votre choix et vos goûts. Il y aura la version noir et blanc et il y aura la version couleur. Sachant que cette série est produite par Christopher Miller et Phil Lord, donc les producteurs des films New Generation et Across the Spider-Verse et prochainement Beyond the Spider-Verse, mais aussi qui étaient réalisateurs du film Projet Dernière Chance. Bref, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce nouveau trailer de Spider-Noir? J'en ai pensé, ça en fait, le truc, c'est que j'ai bien aimé dans cette nouvelle bande-annonce, c'est le côté un peu, on a plus de voltige Mm. avec le Spider-Man, on voit plus, Nicolas Cage dans le costume de Spider-Man noir. Mais ouais, ça peut être très, très intéressant vu que c'est, par, le producteur des Into Spider-Verse et Across Spider-Verse. Mm. Mais vu le trailer comment il est, à voir. Moi, je pense que je vais essayer de regarder un épisode en noir et blanc, mais après moi, je suis pas très fan du noir et blanc. Ouais, je comprends. Alors, à voir. Je pense que je me laisserai tenter aussi par le noir et blanc au début et passer en couleur après. Parce que la version Mmh. couleur aussi est plutôt quali, je trouve. En tout cas, visuellement, ils ont réussi à faire un truc plutôt quali. Je trouve que les scènes de voltige sont plutôt réussies. Et pourtant, Ouais. pour une série, je m'étais dit, ça se trouve, ça va faire kitsch. Même les scènes d'action a l'air plutôt cool. Il y a l'air d'y avoir des séquences un petit peu plus horrifiques et psychologiques qui peuvent être plutôt sympas. Par contre, le point négatif au niveau des visuels, c'est peut-être le visuel de Tombstone que je trouve vraiment pas beau du tout. Je vais essayer de vous faire un arrêt sur image sur la gueule de Tombstone, mais il est horrible. Je le trouvais ignoble, j'ai pas réussi. Mais visuellement, en tout cas, Tombstone est pas très très beau. Sachant qu'il y a pas mal de méchants qui sont confirmés. Puisque Oui. un petit peu plus tôt dans la semaine, on a eu un teaser centré sur les méchants, justement. Et du coup, au niveau des méchants, nous aurons le droit à Silverman, incarné par Brendan Gleeson. Nous aurons le droit à L'Homme Sable, incarné par Jack Huston. Tombstone, incarné par Abraham Popula. Et Megawatt, incarné par Andrew Caldwell. Et il y a un autre personnage aussi qui contrôle des flammes, mais j'ai pas réussi à trouver qui était l'acteur ni quel personnage il incarnait. Donc, faudra voir. Mais Megawatt qu'on a vu qu'une seule fois dans les comics et qu'on pensait que c'était Electro de base. C'est ça. Donc, ouais, il faudra voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis plutôt content, moi, de ce qu'on voit dans ce trailer. Ça me donne plutôt envie. La musique est sympa. L'histoire a l'air plutôt sympathique. On part sur vraiment une ambiance polar noire qui a l'air plutôt intéressante. Le polar, ouais. C'est vrai que là, dans ce trailer, on voit un petit peu plus Nicolas Cage avec le costume. Je pense pas qu'on le verra énormément avec le costume, mais qu'ils ont mis pas mal de scènes là dans le trailer pour justement faire vendre que c'est bien du Spider-Man, entre guillemets. Oui. Mais faudra voir. Sachant qu'au niveau des personnages aussi qui sont confirmés dans ce trailer, on le voyait vite fait dans le premier trailer, mais là on le voit un petit peu plus. Il s'agit de Man Spider, du coup qu'on évoquait un petit peu plus Oui, tôt Man Spider. dans le live. Et j'avoue que le look de Man Spider est plutôt cool. Mais voilà, est-ce que tu as des choses à dire sur ce trailer? Qu'est-ce qui te hype? Qu'est-ce qui te Après, hype moins? je sais pas si, dans les bandes annonces, dans les premières bandes annonces, est-ce qu'on va pas, savoir un peu plus sur les origines de ce Spider-Man au Je pense, début? je pense pas qu'on aura les origines de ce personnage-là. Parce que Genre vite justement, fait, quoi. je sais pas si on y verra. Parce que ouais, Peut-être que parce les que, par séquences. exemple, là, dans la Vas-y. bande annonce, on voit que Nicolas Cage met une bague sur une tombe. Est-ce que ça Mhm. va parler de sa femme? Parce qu'on sait que dans la bande annonce, on voit qu'en fait, lors de son costume, la voiture, se noie avec sa femme, avec une femme et peut-être c'est lié avec sa femme, je sais pas. Ah oui, c'est possible. Je sais pas si c'est sa femme dans la voiture, mais en tout cas, on le sait, sa femme meurt. Et de toute façon, c'est évoqué au début du trailer. Justement, on a un personnage Ouais. qui est lié depuis la mort de Ruby, je crois, elle s'appelle. Tuée Mmh. en déclin, une connerie dans le genre. Mais je sais pas si on y verra les origines vraiment du personnage. Peut-être que ce sera évoqué, notamment sur les scènes où on voit Man Spider. Mmh. Mais je pense pas que ce sera un truc ultra développé et le truc le plus montré de la série. Euh, Par contre, c'est vrai que visuellement, je trouve la série très belle. Et au niveau du scénario, on devrait y suivre du coup Ben Reilly, qui était anciennement Spider-Man en tout cas, mais qui a raccroché un petit peu le costume.
En tout cas, on y suit un Spider Noir un petit peu vieillissant et en déclin, qui est obligé de remettre le costume pour résoudre une affaire. Donc on verra ce que cela donnera. Sachant aussi qu'on le voit dans la version couleur, le personnage de Ben Reilly aura des toiles noires. Et en plus de ça, c'est pas simplement il aura des toiles bien lance-toile, c'est qu'il aura des toiles organiques. Il aura des toiles organiques puisqu'on voit... Alors par contre ça fait très bizarre parce qu'on voit carrément des trous dans ses poignets à la fin du trailer. Je trouve ça très étrange. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la scène. Mais c'est vrai que dans ses poignets on voit carrément des trous. Je trouve que ça fait trop bizarre. Mais voilà. Qu'est-ce que tu penses toi de tout ça du coup? Peut-être des trous parce qu'il s'est fait mordre par Man Spider. Parce on voit que dans la bande-annonce, il se fait mordre par le Man Spider. Je pense pas que ce soit lié à ça. Tu vois, là, on les voyait, merde. Je pense pas que ce soit lié à ça, en toute honnêteté. Je pense que c'est, tu sais, le personnage... Là, voilà. On le voit, là. Ouais. On voit des petits trous et c'est de là que sortent ces toiles. Donc, c'est pas des lance-toiles, c'est bel et bien des toiles organiques. Je pense pas que ce soit lié au fait qu'il se fasse mordre par Man Spider. Tu sais, comme le personnage de Tobey Maguire, en soi, il y a des toiles qui sortent par ses poignets. Mais c'est vrai qu'on voit pas de trous au niveau de ses poignets, donc on se demande un peu comment elles sortent, les toiles. Mais là, du coup, ils ont mis des trous. Voilà. Et aussi, on aura Felicia aussi, Black Cat. Je sais pas du tout s'il est confirmé, en tout cas si le personnage est confirmé pour cette série. Je sais pas du tout. J'avais vu des rumeurs comme quoi c'était la femme qu'on voit dans le trailer, c'est Felicia, alias Black Cat. Ah, c'est possible. On la verra pas en costume Black Cat, mais peut-être c'est Felicia. Peut-être. Je sais pas, il me semble pas qu'on entend son nom dans le trailer. Mais pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi je suis très très chaud pour cette série. En tout cas, ce trailer me donne encore plus envie. Ouais, moi aussi. C'est vrai que, par contre, visuellement, le visuel de Tombstone, je le trouve vraiment dégueulasse. Mais sinon, à part ça, visuellement, ça a l'air plutôt quali. Voilà. Est-ce que tu as une dernière chose à évoquer ou pas du tout? Non, c'est bon, j'ai fait mon tour. Très bien. Eh bien, écoutez, nous, on va s'arrêter là en ce qui concerne ce live. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. J'espère que cette nouvelle édition du grand décryptage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sachez qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent dans les prochains jours. Sachez aussi que la chaîne de Rost est en description, il fait pas mal de théories sur les différents programmes, réactions aussi à différents trailers. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, la description, n'importe quoi. Décidément, j'arrive à rien ce soir, j'en suis confus. Je dis ce soir, on est en plein après-midi. Mais en tout cas, j'arrive à rien. Cet après-midi, sachez que du coup, la chaîne de Rost est en description, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.